sein du PPACI, à l'instar de Blaise Lasme ou encore quoi, Justin, il fait partie des jeunes qui savent porter leurs arguments. Nommé récemment responsable communication du Front commun PPACI, PDCI, RDA, il est le secrétaire national en charge du marketing politique du parti dirigé par l'ancien président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo. Loin des passes d'armes, sur les plateaux télé, Fabrice Lago, connu sous le pseudonyme de Steve Biko, est l'invité d'ActuPeople.net. Bonjour frère. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Super bien. Vous préférez plutôt Steve Biko ou Fabrice Lago? Oh, peu importe. Peu importe. Oui. Mais en règle générale, qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend. Certains m'appellent soit par mon nom, soit par mon surnom, mais bon. Les deux personnes se valent, donc ça va. Ok. Une chose à suivre, Fabrice Lago, c'est Steve Biko. Steve Biko, c'est Fabrice Lago. Exactement. Là, vous intervenez en tant que, je vais dire ça comme ça, porteur de la parole du PPACI. Bien sûr. Étant entendu que vous avez un rôle très stratégique dans ce parti, et cette confiance vient de vous être renouvelée à nouveau en tant que chargé de communication du Front commun PPACI, PDCI, RDA. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir un peu, on va dire, monter encore en échelon au sein de votre parti? Oh, vous savez, c'est une fierté. Quand on a un leader comme le président Laurent Gbagbo qui a l'expérience que nous tous nous connaissons, et quand il vous fait confiance, c'est une lourde responsabilité. Mais à travers moi, je pense que c'est une confiance aussi qui est faite à tous ceux de ma génération qui sont aujourd'hui à ses côtés, qui continuent le combat. C'est la preuve qu'au PPACI, on fait confiance à la jeunesse et que nos intelligences se renouvellent. Donc, c'est une lourde responsabilité que je me prépare à assumer pleinement. Si un nom qui va beaucoup revenir dans cette interview, c'est le nom de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous l'avez dit tout à l'heure lors de la réponse à la première question. Cela va faire aujourd'hui un mois pratiquement que le président Laurent Gbagbo n'a pas pris la parole. Pourquoi garde-t-il autant de silence? Oh non, vous savez, il n'y a pas de raison particulière. Nous sommes un parti structuré et les prises de parole du président Laurent Gbagbo interviennent lorsque nous les jugeons nécessaires. Mais même lorsqu'il ne parle pas oralement, mais il y a des actions qui sont posées par le parti qui témoignent de la vision et de la direction qu'il imprime aux actions du parti. Donc le président Laurent Gbagbo est impliqué pleinement et puis je pense que ceux qui veulent l'entendre, ils l'entendront les jours à venir. Est-ce qu'il se porte bien? Il se porte super bien. Physiquement, mentalement, psychologiquement, et il se prépare au combat. Il se prépare au combat. Donc, vous avez lâché le mot. Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt pour ce énième combat face à son adversaire de tous les jours, le président Alassane Ouattara? Oh, vous savez, le président Laurent Gbagbo, il a toujours été prêt. Il a toujours été prêt et son parcours politique le témoigne. Toutes les grandes libertés dont nous jouissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont le fruit de son combat. Donc, il est toujours prêt. Tant que les libertés individuelles et publiques sont piétinées, le président Laurent Gbagbo, c'est un soldat au service de la Côte d'Ivoire, au service de cette cause. Donc, il est prêt. Vous, en tant que jeune, vous parlez de ce fait-là qu'il est prêt. Mais est-ce à dire que le débat pour sa succession, en tout cas, est-ce qu'en interne, est-ce que vous en parlez? Non, il n'y a pas de débat pour sa succession, Guillaume. Nous sommes au combat. La Côte d'Ivoire vit des moments sombres. Nous préparons une élection présidentielle qui ne donne pas de gages d'inclusivité et de crédibilité. Donc, dans ces conditions, l'équipe que nous mettons en place, c'est une équipe pour aller au combat. Ce n'est pas une équipe pour aller de succession. Le moment viendra, peut-être, mais pour le moment, si nous ne préservons pas les libertés publiques et individuelles, si nous ne préservons pas la démocratie, à quoi servira-t-il de parler de succession? Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. Tous les combats qu'il a remportés, ce sont des combats démocratiques. Donc, à quoi servirait-il de se préparer à hériter de lui si on ne préserve pas le minimum vital qu'est la démocratie pour un pays? Donc, non, ce n'est pas un débat qui bat son plomb au sein du PPACI. Aujourd'hui, nous préparons l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, ce n'est pas des sujets que vous abordez en gros au sein du PPACI? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, mais ce sont des sujets que vous abordez tout de même par moment? Non, du tout. Vous ne l'abordez pas? Non, du tout. Malheureusement, je dirais ça comme ça parce que ce débat, en ce moment, il est abordé d'une manière ou d'une autre, pas peut-être par les jeunes que vous êtes, que vous incarnez surtout sur ce plateau, mais par aussi un allié de longue date du président Laurent Gbagbo, qui est Awa Domelo, qui lui est dans ce débat lorsqu'il parle de plan B ouvertement. Dans cette lettre aujourd'hui, est-ce que vous pouvez l'authentifier réellement, si vous devez en parler? Ben non. Vous savez, le ministre Domelo, ce n'est pas un allié du président Laurent Gbagbo, c'est un lieutenant du président Laurent Gbagbo.
depuis. Quand je depuis parle d'alliés, 90. justement, alliés dans la lutte. Oui, Voilà. c'est ce que j'ai dit, c'est un de ses lieutenants précieux. Mais en même temps, allié. Depuis- Parce qu'un lieutenant, c'est un allié Oui, quelque mais part c'est aussi. qu'il convient. Je pense que si le ministre Domelo lui-même était là, il vous dirait que le président Laurent Gbagbo est son chef depuis toutes ces années-là. Donc le débat qu'il ouvre, ce n'est pas un débat sur la succession du président Laurent Gbagbo. Il propose des mesures dont à préparer l'élection présidentielle 2025. Voilà, mais ce n'est pas une question de succéder au président Laurent Gbagbo, qui est le président du PPACI. Et puis après, par la suite, il y a un congrès. Ceux qui veulent être candidats seront candidats pour lui succéder. Ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, ce dont nous parlons, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025, pour laquelle nous avons fait une convention. Et cette convention-là, à laquelle tous les cadres du parti ont participé, a désigné le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme de valeur au PPACI. Il y a des personnes de valeur, il y a des personnes avec une longue expérience, dont le ministre Domelo fait partie. Mais nous avons estimé que l'actualité, que le périple exigeait que le président Laurent Gbagbo se mette au devant de nous. Vous savez, lorsqu'il est rentré de la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Lors de sa première prise de parole, il a dit « Je suis un soldat, je suis au service de la cause, je suis à votre service, donc j'accomplirai les missions que vous voudrez bien me confier. » Donc, lors de cette convention, ce sont les militants du parti qui ont décidé de le désigner comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et même s'il devait avoir d'autres candidats, par la liste des formes, il faudrait une autre convention. Donc, Parfait. ce n'est pas là le sujet. Ce que je retiens tout de même dans votre réponse, vous authentifiez le courrier du ministre Awa Domelo. Parce qu'au départ, lorsqu'il y a eu le communiqué du PPACI, c'était comme s'il n'y avait jamais eu de courrier. Mais lorsque vous étiez en train de répondre tout à l'heure, vous aviez authentifié quelque part ce courrier qui, au départ, ça n'a pas été le cas. Écoutez, moi, le ministre Domelo, c'est un camarade du parti. Oui. J'ai appris via la presse qu'il avait confirmé que le courrier émanait bien de lui. Dès cet instant-là, je n'ai pas de raison de douter de sa parole. Donc voilà, moi je prends acte simplement. Voilà, dès l'instant où, via la presse, il authentifie que le courrier vient de lui, parce que moi, dans le temps, j'ai regardé ses canaux officiels de communication, ces courriers n'y étaient pas. Moi, je suis membre du PPACI, je me suis tourné vers le secrétariat du parti, ce courrier n'y était pas. Comme il a précisé lui-même que c'est un courrier qu'il a remis en main propre au président Laurent Gbagbo, j'en prends acte, c'est tout. Après, les propositions qu'il fait, elles trouveront le cadre pour être discutées. Mais il ne faut pas non plus que les gens s'attendent à ce que nous, on tombe sur le ministre Domelo et qu'on le voue hégémonie. Nous, on ne fonctionne pas comme ce PPAC. Le PPAC, c'est un parti démocratique. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est qu'un débat qui devait se tenir en interne se retrouve sur la place publique, ça s'arrête là. Mais le ministre Domelo ne va pas devenir du jour au lendemain l'ennemi à battre. Les militants du PPACI, ils ont une longue formation de gauche, ils ont une longue formation politique. Et le ministre Domelo, ça reste un camarade du parti. Vous avez vu vous-même qu'il n'a pas démissionné du parti, il n'a pas quitté ses charges à l'intérieur du parti. Donc, il n'y a pas le feu en la demeure. Démocratiquement, ce sont des pratiques dans les partis de gauche où des propositions sont faites et se discutent. La seule chose qui gêne ici, c'est que ce débat qui était supposé être interne se soit invité sur la place publique, c'est tout. Voilà. C'est vrai que ce débat, le cours de cette interview, on va revenir là-dessus, parce que c'est un peu l'émanation, je dirais ça comme ça, de certaines procédures souvent qu'on voit au sein du PPACI dans les rapports par rapport à la gestion humaine des personnes qui gravitent autour du PPACI. Donc ça, je le laisse déjà en amorphe, on va revenir là-dessus tout de même. Là, le PPACI, vous l'avez créé forcément avec pour objectif, on va dire, d'accéder au pouvoir d'État. Et là, on est à 3 mois des échéances présidentielles qui restent votre objectif majeur. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir atteindre cet objectif? Vous savez, nous, on part du principe que les combats qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on refuse de mener. Nous sommes au combat, Guillaume. Nous, on se bat chaque jour pour faire avancer les libertés publiques et individuelles. On se bat chaque jour pour faire avancer la démocratie. Et personne ne va au combat avec l'idée d'échouer. Nous nous préparons à gagner. Mais nous avons de surcroît la certitude de gagner parce que nous avons devant de nous un leader qui a remporté, comme je l'ai dit d'entrée, de grandes batailles sur le chemin de la démocratie. Donc, ce n'est pas cette énième bataille qui nous fera reculer. Nous nous préparons à y aller, mais nous allons gagner. Nous allons gagner non pas pour nous, mais pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous espérons, nous pensons qu'aujourd'hui, il nous faut un État démocratique. Mais c'est là où l'échange devient intéressant. Quels sont vos arguments pour dire que vous allez vraiment gagner ces élections présidentielles? C'est là où le débat devient très intéressant. Mais bien sûr, parce que aujourd'hui... C'est quoi vos arguments de manière concrète? Pour gagner, nous avons le candidat, les cadres et le programme qu'il faut. C'est ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, il a l'expérience nécessaire pour diriger la Côte d'Ivoire. Il en a vu des vertes et des pas mûres.
Donc nous avons les candidats. Et sa cote de popularité, elle est intacte. Vous êtes journaliste, vous pourrez le vérifier dans toute la Côte d'Ivoire. Et même certains qui n'avaient pas compris son combat hier et même qui l'avaient combattu, ceux-là aujourd'hui lui donnent raison. Mais au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui lui donne raison. Quand vous avez des jeunes leaders dans les pays limitrophes qui disent « Oui, effectivement, hier, nous avons endoctriné contre le président Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, on a compris son combat. » Donc, au-delà même de la dimension africaine, de la dimension, ivoirienne, les événements que nous avons connus lui ont donné une dimension panafricaine. Donc, nous avons le candidat qu'il faut. Ensuite, nous avons les cadres qu'il faut. Parce que ce soit la nouvelle génération, que ce soit nos aînés, ce sont des parcours professionnels bien remplis, ce sont des parcours intellectuels bien remplis. Et puis ensuite, nous avons le programme qu'il faut. Si vous permettez, oui. On va parler de votre programme. Mais quand je vous dis, c'est vrai que la notoriété, on va dire, du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune contestation. Mais moi, je parle de manière pragmatique. Quand je parle de manière pragmatique, c'est vrai que très souvent, au sein du PPACI, vous attaquez, on va dire, le bilan du président Alassane Ouattara. Mais le bilan du président Alassane Ouattara, c'est un bilan qui est là, qui est effectif, qui est vérifiable, qui est réalisable. Et je vais vous donner des chiffres tout à l'heure. Est-ce que vous avez des arguments dans ce sens, de manière pragmatique, pour dire, nous, en tant que PPACI, lorsque nous avons dirigé ce pays pendant 10 ans, voici ce que nous avons fait, et par rapport à ça, on pense que les Ivoiriens pourront nous faire à nouveau confiance. Voilà des faits réels et tangibles que moi je souhaiterais. Et non se baser sur la notoriété du président Laurent Gbagbo. Vous savez, ce que vous dites déjà, ça me met... Nous sommes très à l'aise. Nous sommes impatients qu'on discute du bilan et du programme. Mais nous en sommes. Non, ça commence là. Ça commence déjà sur les plateaux. Hein. Non, il y a des préalables. Vous savez, quand on parle du bilan ou du programme, c'est pour convaincre des électeurs. On est d'accord? Oui, mais c'est à partir de vos différentes interventions sur les plateaux que vous arrivez, on va dire, à atteindre. C'est à dose homéopathique. Donc, si vous me laissez finir, vous comprendrez. Quand on propose un programme, c'est pour convaincre des électeurs. L'objectif, c'est qu'en fin de compte, in fine, ils puissent voter pour ce programme-là. Ça suppose que le vote soit respecté. Donc, il faut qu'il y ait des conditions démocratiques. C'est tout, en fait. Donc, nous disons, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Assurons-nous d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Et puis, par la suite, le parti au pouvoir pourra proposer, qui n'a pas encore de candidat jusqu'à ce jour, je le rappelle, pourra proposer son programme. Et puis, nous, on proposera le nôtre. Et puis, les Ivoiriens choisiront. Mais à quoi bon s'égosiller sur des programmes lorsqu'on n'a pas un scrutin démocratique? Lorsque le vote n'est pas transparent? Lorsque ma voix ne peut pas compter? Donc, nous disons qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf, au risque de me répéter. Battons-nous, obtenons des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Et puis par la suite, on parlera des programmes et les Ivoiriens trancheront. Parce que nous sommes impatients justement de parler de ce programme du chef de l'État actuel. Considérons que le 6 août, comme c'est dit, hein, le 6 août, le président Alassane Ouattara prendra la parole. Considérons qu'à la faveur de sa prise de parole devant la nation, disent « OK, tous les leaders politiques qui ont été exclus jusque-là du jeu politique sont réintégrés. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam et autres, considérons que tous ces candidats, ils sont candidats. Quels sont les arguments que le PPACI va présenter? Une esquisse, ne serait-ce qu'une seule esquisse, vous, en tant que jeune, qui allez vous adresser en ce jour à des jeunes. Pas qu'on reste là à se positionner sur l'aura du président Laurent Gbagbo, mais de manière concrète. Quels sont les arguments que vous allez présenter à ces jeunes? Vous savez, Guillaume, vous me contraignez un peu à faire là de la politique fiction, mais ce n'est pas un souci. Parlons, on pourrait faire des esquisses. Moi, je l'ai dit la dernière fois. En Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, on a des classes plus bondées. En 2010, on avait 39 élèves par classe. Aujourd'hui, en 2021, on a 41 élèves par classe. Quand vous savez que la norme de l'UNESCO, c'est de se rapprocher de 21 élèves par classe. Donc, quand on a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire, parce que quand le président Laurent Gbagbo quittait le pouvoir, la dette de la Côte d'Ivoire était à 2 000 milliards. Aujourd'hui, elle se rapproche de 40 000 milliards. Donc, quand on a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire par 20 et qu'au contraire, il y a plus d'élèves bondés dans les classes, il y a un problème, non? Je vous suis. Hein. Quand on parle... Là, ce sont des faits concrets. Bien sûr, je parle de faits concrets. C'est pour ça que ce sont des faits, qui ne sont pas démentis. Et les faits que je vous donne, ce sont des faits qui émanent du service de communication du RADP. Je peux même vous donner un autre exemple. Selon le protocole d'Abuja, tous les pays africains se sont engagés à investir 15% de leur budget dans la santé. Vous comprenez? En 2000, on était à 7% du budget de la Côte d'Ivoire qui était consacré à la santé. Aujourd'hui, on a 4%. Tout le monde peut le vérifier. Vous comprenez? Donc, voici des faits dont on peut discuter. Quand on a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire par 20 et qu'aujourd'hui, on a des jeunes en Côte d'Ivoire qui s'adonnent à la drogue et que la drogue s'invite dans tous nos lycées, mais il y a un problème.
Quand le taux de suicide explose en Côte d'Ivoire, mais il y a un problème, cela témoigne d'un mal-être. Quand on parle des différents détournements dans tous les secteurs d'activité où les gens ne sont pas sanctionnés et qu'ils sont plutôt relocalisés, mais il y a un problème de gouvernance. Donc, voici autant de choses dont nous pourrons parler. Je vous ai parlé d'éducation, je vous ai parlé de santé, mais j'aurais pu aussi vous parler d'emploi. Regardez ce qui s'est fait avec... Non, mais laissez-moi terminer tout ça, parce que c'est important pour les Ivoiriens. Regardez ce qui s'est fait avec l'emploi jeune. Qu'est-ce qui s'est fait? Parce qu'on a des ministres qui donnent plus dans le buzz que dans le concret. On a choisi des influenceurs, des gens sur le net, à qui on a donné des millions de francs CFA, qu'ils ont dilapidés. On a encore la fameuse question des salons de coiffure où l'État de Côte d'Ivoire a donné 700 millions à quelqu'un. C'est devenu une affaire aujourd'hui en justice. On a le jeune avec qui j'ai parlé tout récemment, qui aujourd'hui se retrouve à faire un gabadrome à Songon. Le jeune qui est devenu célèbre parce qu'il avait du savon dans les oreilles. On lui a donné 20 millions pour faire des poulaillers. Et on n'en parle plus aujourd'hui. Il s'est retrouvé à Songon. Il est en train de solliciter l'aide d'un peu tout le monde. Donc oui, il a la politique de l'emploi qu'il faut revoir en Côte d'Ivoire. Mais Guillaume, on pourrait parler des documents administratifs en Côte d'Ivoire. Il y a le procès qui se déroule présentement. On a 5000 faux passeports qui circulent. Et la Côte d'Ivoire n'en savait rien. Il a fallu qu'un pays du Golfe nous appelle pour dire, écoutez, on a des gens qu'on a attrapés ici avec des faux passeports ivoiriens. On a la carte nationale d'identité qui est falsifiée à souhait. Donc quand, dans un pays, quand le système de santé périclite, quand le système éducatif est en danger, quand les données des citoyens ne sont pas sécurisées et que n'importe qui peut avoir accès à un document administratif et que par la suite, parce qu'on y viendra, ça débouche sur des problèmes fonciers parce que les gens fraudent sur la nationalité pour après acquérir des terres. On a la fameuse affaire Comé qui bat son plein au jeu. Donc les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés sur le fait que leurs droits seront préservés. Ils ont besoin d'être rassurés que le système éducatif va permettre de sortir des enfants qui sont prêts à prendre la suite de la Côte d'Ivoire. On a besoin de savoir que le système de santé répond aux attentes des citoyens. Pourquoi on ne parle pas de la CMU? Parfait. Avec le président Laurent Gbagbo. Non, laisse-moi terminer dessus. On parlait de l'assurance maladie universelle qui était dans sa phase expérimentale lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée en 2002. On nous a proposé la CMU. Mais aujourd'hui, elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de contraindre les Ivoiriens à souscrire à cette CMU-là. Mais est-ce que vous pensez, monsieur Vergès, que si effectivement la CMU permettait aux citoyens de se soigner, on aurait besoin de mettre des mesures contraignantes pour les amener à souscrire à cette CMU? Moi, j'ai ma carte CMU dans mon portefeuille là, je ne l'ai jamais utilisée. Dans aucun hôpital en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ça, tous les Ivoiriens peuvent le constater. Donc oui, nous sommes impatients d'avoir ce débat sur le programme. Nous sommes impatients d'avoir le bilan. Nous sommes impatients de savoir qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a surendetté la Côte d'Ivoire. Au point où, aujourd'hui, vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire a dû souscrire au protocole de la BAD concernant les fonds vautours. Mais les fonds vautours, on pourra en parler. Ils ont pillé plusieurs pays. On a eu le Congo où un avion congolais s'est retrouvé bloqué dans un aéroport parce qu'il y avait justement quelqu'un qui réclamait son argent. On a la Zambie qui a vécu ça. Donc oui, il y a des questions qui sont importantes pour les Ivoiriens et nous sommes impatients de les aborder, mais avec n'importe qui au RADP. C'est pourquoi nous disons, mettons en place les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente, et puis allons au débat. Nous sommes prêts. Là, c'est bon. On va aller sur quelques secteurs que vous avez mis en avant. Le secteur de l'éducation, par exemple, vous avez parlé de nombre d'élèves dans les classes. Lorsque on sait tout de même que le PPACI, par le truchement du FPI, a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. En 10 ans, en termes d'infrastructures, par exemple, universitaires, scolaires, qu'est-ce que le FPI a pu faire de manière concrète avant qu'on ne se projette ou avant qu'on ne fasse un comparatif entre les chiffres de 2010 ou de 2009 et ceux de 2020 sous le président Alassane Ouattara. Okay. Au niveau scolaire, qu'est-ce que le FPI a pu faire? Moi, je suis vraiment, comme je l'ai dit, je suis très à l'aise sur toutes ces questions. Mais c'est ça pourquoi on est là. Parce que je préfère qu'on aille dans des débats vraiment avec des choses vraiment concrètes, qu'on reste là à surfer sur l'image du président Laurent Gbagbo. On va être très concret. Il faut un bilan n'a de sens que dans le contexte. Il faut contextualiser tout. Le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2000, toutes les institutions internationales ont suspendu leur collaboration avec la Côte d'Ivoire suite à l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne. Vous le savez sûrement. Oui. Donc, il prend les conditions. Avec Henri Konan Bédié, il prend le pouvoir dans ces conditions-là, avec une dette qui s'estimait à l'époque, je crois, à 7 000 milliards. La Côte d'Ivoire était quasiment en cessation de paiement. En 2 ans, c'est-à-dire de 2000. Donc, on va dire de 2001, parce qu'il prend le pouvoir en octobre 2000. De 2001 à 2002, il rétablit les relations avec ces institutions internationales-là. La Côte d'Ivoire, grâce à la maestria du ministre Bombouabré, met en place le budget sécurisé.
où la Côte d'Ivoire réussit à éponger une partie de sa dette tout en continuant d'investir, notamment dans l'école gratuite. Parce que de 2001 à 2002, tous les élèves au primaire recevaient les documents, les livres, les kits scolaires gratuitement. Ça, il faut le noter. Donc, oui, tout à fait. Juste en un an, on réalise ces exploits-là. Et puis en 2002, il y a un coup d'État. Il y a une tentative de coup d'État qui s'est mise en rébellion, qui occupe 60% du territoire et 40% des recettes fiscales. Et ce coup d'État, vous l'expliquez par quoi? Vous savez, ceux qui l'ont fait, à l'époque, ont écrit des livres. Ce sont eux qui peuvent expliquer. Pour moi, ce coup d'État ne se justifie pas. Est-ce que vous ne l'expliquez pas par un système sécuritaire défaillant, malheureusement, à l'actif du pouvoir en place? Non, Guillaume, ce n'est pas parce que vous ne mettez pas d'antivol sur votre fenêtre que le voleur a raison, en fait. Vous comprenez? Voilà, le voleur aura toujours tort dans toutes les sociétés. Le voleur a toujours tort. Excusez-moi, monsieur Lago. Oui. Là, vous voulez comparer la vie d'une nation à celle d'une maison? Mais je vous explique, c'est ce que je vous explique. J'ai dit. La sécurité aujourd'hui dans le monde, oui. C'est pratiquement tous les budgets sécuritaires, que ce soit aux États-Unis, en Russie et autres, tous les pays au monde, les budgets sécuritaires sont les plus élevés. Je veux dire, quelque part, c'est le nœud gordien dans la gestion de toute nation. Si on suit votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire d'Israël, qui a subi plusieurs... non, laissez-moi finir. Qui a subi plusieurs... Bon, si on suit votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire iranien. Si on prend en compte votre raisonnement, il faudrait remettre en cause le budget sécuritaire libyen, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait de la Libye. Il faudrait prendre en compte le budget sécuritaire américain, qui a subi des attaques terroristes. Je ne suis pas en train de vous emmener à faire un comparatif entre les différents budgets sécuritaires. Je suis en train de vous dire simplement que la sécurité reste quand même, on va dire, pour la gestion d'un État, déjà le secteur clé. Est-ce qu'à ce niveau, c'est là où je vais en venir, parce que c'est clair que c'est vrai que chaque fois, on dit oui, il y a eu le coup d'État, mais ce coup d'État, il est venu par quel fait? Parce que quand même, tout de même, il y a une défaillance dans la sécurisation de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous explique. Je vous dis... C'est là, en fait, c'est là où je dis, est-ce qu'à ce niveau-là, si on prend au niveau sécuritaire, est-ce qu'il n'y a pas eu un bémol à ce niveau? D'accord. Donc, vous me laissez le temps de vous répondre. C'est ce que je vous dis. Les conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, à la suite, je rappelle, d'un régime militaire. Tout à fait. Et à la suite du fait que le général Gueye, malheureusement, refusait de concéder sa défaite. Donc, cela donne lieu à des soldats qui tentent de préserver le pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, quelle est la priorité? Parce que moi, je me rappelle, il y a le professeur Mamadou Coulibaly qui l'avait évoqué un temps alors qu'on était encore étudiant. Je dis qu'entre eux-mêmes, il y a eu un débat entre les cadres du parti au pouvoir d'alors, c'est de savoir est-ce qu'il fallait consacrer le peu de ressources dont on disposait d'alors à la sécurité, ou alors est-ce qu'il fallait investir dans l'éducation, dans la santé. Et ils ont fait le choix. Ça, c'est bon à savoir, ça. C'est le professeur Madou Coulibaly qui l'a dit. Ils ont fait le choix d'investir dans l'éducation et la santé et parallèlement de proposer un programme de réconciliation nationale en espérant que ces Ivoiriens qui avaient des raisons avec le forum de la réconciliation en 2001, comprendraient. Donc, il y a eu le forum de réconciliation nationale où le président Bédi est rentré en Côte d'Ivoire, où le chef de l'État Alassane Ouattara est revenu en Côte d'Ivoire, où il y a eu même des gouvernements d'union nationale. Parce qu'on ne le dit pas assez. Mais avant la tentative de coup d'État, tous les partis politiques étaient au gouvernement. Le RDA y était avec 4 à 5 ministres. Le PDCI y était déjà où il avait précédé le RDA. Donc quand on fait un gouvernement, quand on gagne les élections, quand on fait un gouvernement inclusif, où on associe tous ses adversaires, mais en principe, on ne devrait pas craindre que certains fomentent des coups d'État. Mais ça a été fait. On prend acte. Mais oui, effectivement, on peut critiquer aujourd'hui. Mais c'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire s'est trouvée forte que le coup d'État a échoué. Parce que quand on en parle, on oublie que le coup d'État il a échoué. Parce que le PDCI qui était au pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années, mais ça s'est joué en 2 ou 3 jours. On est d'accord? En décembre 99. En décembre 99, ça s'est joué en 2 ou 3 jours. Le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir depuis 1 an, il a fallu 10 ans pour que le coup d'État connaisse un aboutissement. Donc oui, c'est parce que les rebelles ont été matés à Abidjan qu'ils sont allés se cantonner en or avec la complicité passive ou active de certaines puissances régionales et internationales. Je ne voudrais pas revenir sur ce sujet-là. Donc oui, moi je trouve que en 2002, l'armée de Côte d'Ivoire, elle a été brave. Elle a pu repousser, dans les conditions dans lesquelles nous connaissons, une armée désorganisée par les différents remous militaires que nous avons connus. Elle a été brave. C'est pourquoi elle a pu repousser les rebelles qui se sont par la suite cantonnés. Donc vous estimez que le débat, qu'on appelle ça, on vous fait un faux procès lorsqu'on vous met chaque fois à l'actif, le fait que vous n'êtes pas arrivé à bien sécuriser le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est un faux débat? Non. On vous fait un faux procès du moins? Vous savez, il n'y a pas de faux débat. Non, est-ce qu'on vous fait un faux procès dans ce sens? J'estime que c'est un faux procès. OK. Parce que dans toutes les sociétés, même les sociétés primitives, c'est celui qui tue qui a tort, peu importe les raisons. Dans toutes les sociétés au monde. Mais en Côte d'Ivoire,
on a des gens... Donc, vous n'avez fait que vous défendre. Même, donc, vous estimez que vous êtes défendu, c'est celui qui a tué, qui vous a attaqué, qui a tort quelque part. Mais ça, c'est les faits, en fait. Non, oui, je comprends un peu la démonstration, en fait. En fait, c'est les faits. Si, quand le président Gbagbo n'est pas allé attaquer un pays qui s'appelle la rébellion, voilà, il a été élu, il gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ce sont des rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, quand on parle de ces faits-là, on donne l'impression qu'il y avait un pays quelque part qui s'appelait la rébellion, qui était dirigé par certaines personnes, et le président Laurent Gbagbo a envoyé son armée attaquer ce pays. Non. Le président Laurent Gbagbo a été élu, il déployait un programme social pour faire face aux urgences des Ivoiriens. Quand des gens ont estimé que leurs droits étaient piétinés, et ils ont pris les armes, ils ont confisqué, comme je dis, 60% du territoire, 40% des recettes fiscales. Mais aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Parce que c'est facile de s'entendre pour braquer. Mais lors du partage du butin, ça se gâte toujours. On est d'accord? Voilà, donc ils ont braqué. Et puis le partage du butin a donné ce qu'on voit aujourd'hui, avec certains qui sont en exil, certains qui sont en prison et tout. Donc oui, une rébellion, c'est toujours une mauvaise chose pour un pays. Et peu importe le système de sécurité qu'on met en place, une rébellion, ça retarde le pays, ça détruit le pays. Et pour les générations à venir, parce que quand le président Laurent prend le pouvoir, moi je suis lycéen, j'en parle aujourd'hui, fortaise, même si je n'ai pas été associé à cette gestion-là, mais je pars du principe que les valeurs que nous a inculquées le président Laurent Gbagbo, c'est qu'on peut gagner des combats démocratiquement, on peut faire avancer les libertés publiques et individuelles sans recourir aux armes. Et c'est ce message-là que nous pensons. Nous pensons que prendre les armes contre son pays, c'est toujours mauvais. Et les acteurs, ce n'est pas nous seulement qui le disons, même les acteurs du premier plan de l'époque le disent aujourd'hui, qui regrettent d'avoir choisi cette option-là. Voilà. Donc les conséquences directes forcément par rapport à cette crise militaire, c'est que le pouvoir FPI n'a pas pu dérouler son programme, donc vous n'avez pas pu avoir d'infrastructures. Non, je vais... pendant les 10 ans de gestion. Sûr. Maintenant que vous le dites, donc quand il y a la tentative de coup d'État, qu'on se retrouve, bon, pas je dis on parce que c'est un on d'humilité, mais quand les partis politiques se retrouvent à Kléber et à Makoussis, on était en droit d'attendre que ceux qui ont pris les armes réclament des avancées démocratiques ou des avancées sociales. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé? C'est des postes ministériels. Quand on revient des Makoussis, quand on parle des infrastructures, qui est ministre des infrastructures? Durant toute la durée du mandat du président Laurent Gbagbo, c'est M. Patrick Achi. Qui est ministre de l'enseignement supérieur? C'est d'abord Zebogo Fofana, ensuite c'est Bakongo. Ils sont issus de quel parti? Du RDR? Qui est ministre de la Justice? Qui est ministre de l'Agriculture? Donc quand on revient de Kléber et qu'on a une opposition politique et armée qui est plus nombreuse dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, le cas du FPI, mais ça pose problème. Parce que quand on est élu, c'est pour appliquer un programme. Et quand vous avez en face de vous des gens qui ne partagent pas votre vision du développement de la Côte d'Ivoire, qui occupent des postes ministériels stratégiques, vous développez la Côte d'Ivoire comment? Donc oui, quand on est en crise, la solution d'urgence, c'est de sortir de la crise pour reprendre le développement. C'est pourquoi le président Gbagbo, en 2010, disait « La crise est désormais derrière nous, reprenons notre marche vers le développement. » Donc, si votre maison, aujourd'hui en Ukraine, quelles sont les infrastructures qui sont faites? Parce qu'il y a la guerre. Donc la guerre, oui, quand on est en guerre, l'urgence, c'est de sortir de la guerre. Mais en dépit de cela, des choses ont été faites. La dernière fois, je parlais du Sud-Angré, dont aujourd'hui, on est tous fiers. Mais c'est le président Laurent Gbagbo. Quand on parle de l'autoroute jusqu'à Amsokoro, c'est qui? C'est le président Laurent Gbagbo. Donc oui, en dépit de ça, en dépit du fait que des gens ont balafré le pays, des choses ont été faites. Et c'est justement parce que les Ivoiriens aujourd'hui réclament ce programme du président Laurent Gbagbo qu'ils sont d'accord pour l'accompagner à l'élection présidentielle de 2025. À l'opposé de ce que vous avez cité quand même, je vous donne quelques chiffres. Le président Alassane Ouattara, c'est tout de même 64 infrastructures routières. 64 en 15 ans. 39 ponts. Je veux dire, je ne sais pas si le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il dirigeait la Côte d'Ivoire, il a eu à faire des ponts. Je ne sais pas s'il en a fait combien. Il y a eu quand même 5 nouvelles universités. Il y a une trentaine d'infrastructures de santé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la santé. En tout cas, il y a eu, là même, il y a une usine de transformation de cacao récemment, Transcao. Il y a aussi le canal de Vridi, le gisement de baleines. Enfin, au niveau des infrastructures de développement, il y en a tellement une pléthore sous le président Alassane Ouattara que la question que je pourrais vous poser, qu'est-ce que vous reprochez à sa gouvernance alors que, quand même, tout de même, il est passif de 3 mandatures, enfin, qui donnent ces chiffres-là. Qu'est-ce que vous reprochez à son gouvernement? Vous savez, gouverner, c'est une question de vision. Comprenez? Gouverner, c'est une question de vision. On ne dirige pas sans vision. Sinon, construire des ponts, excuse-moi, tout le monde peut le faire. Mais quand on gouverne, il faut avoir une vision. Je prends l'exemple du 3e pont, le pont Henri Konan Bédié. Ce sont des projets qui sont entamés depuis sur le PDCI. Quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il dit, écoutez, ce pont-là, je ne veux pas que ce soit un pont à péage.
Donc, toute la documentation est faite, tout est techniqué pour que le pont soit construit sous fonds propres ou alors en s'endettant auprès de la banque, je crois que c'était la banque islamique, mais pour que le pont soit construit et qu'il ne soit pas à péage. Quand M. Ouattara arrive au pouvoir, il dit non, écoutez... Je crois que ça, c'était avec Tchab lorsqu'il était au Bénin. Non, après, le président Laurent Gbagbo, le projet se poursuit. Quand M. Ouattara arrive au pouvoir, il dit non, construire ce pont-là, il faut qu'il soit à péage. Donc, on fait un BOT avec Bouygues. Et puis, l'État garantit qu'il y aura un certain nombre de véhicules par jour. Ce que je vous dis, ce sont des faits, vous pouvez vérifier. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que des Ivoiriens, certains en tout cas, préfèrent prendre l'ancien pont. Donc, on n'arrive pas à atteindre le nombre de véhicules par jour qu'on a annoncé à Bouygues. Qu'est-ce qui se passe? L'État est obligé de sortir de l'argent tous les mois pour combler ce déficit-là. Problème de vision. Oui. Moi, je tourne en Côte d'Ivoire. On en tourne constamment. On est à l'intérieur du pays. On a la Dankad qui est en train de pourrir au nord. On était à Séguéla. On a fait une semaine à Séguéla, dans les villages. Donc oui, il y a des infrastructures qui ont été faites. On ne va pas le nier. Mais nous questionnons d'abord, sur le coût, deux, sur la qualité. Je vous l'ai dit, on a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire par 20. Donc, sur les 40 000 milliards, les Ivoiriens sont curieux de savoir quel est le montant qui a été investi dans les infrastructures routières. Donc, permettez qu'on audite cette gestion-là. Parce que moi, je pose la question régulièrement lorsque je croise des cadres du RADP. Je leur demande, écoutez, on a 40 000 milliards, vous avez multiplié la dette par 20. Sur les 40 000 milliards, est-ce que vous êtes à mesure de nous dire aujourd'hui combien a été investi dans les infrastructures routières? Combien a été investi dans les universités? Combien a été investi dans les usines, s'il vous plaît, pour qu'on sache? Est-ce que vous comprenez? Donc oui, construire des ponts, c'est très bien. On ne va pas le nier. Construire des routes, c'est très bien. Mais souvent, ces constructions-là cachent d'énormes détournements. On a l'exemple de l'université de Cocody. Et le ministre Cissé Bakongo, il était ministre de l'enseignement supérieur, nous a dit 100 milliards pour réhabiliter l'université. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'énormes détournements au point où le directeur de cabinet du ministre Cissé Bakongo a dû être limogé. Donc oui, nous, ce que les Ivoiriens veulent savoir aujourd'hui, ces infrastructures routières qui ont été construites, elles nous ont coûté combien? Parce qu'on a 40 000 milliards de dettes. Et le pouvoir qui va succéder à ce pouvoir-là devra y faire face. Parce qu'on s'est battu. On ne le dit pas assez. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour obtenir le PPTE. Il s'est battu. Tout à fait. Il a dû mettre en place une orthodoxie financière pour obtenir le PPTE. Et je rappelle que lorsque nous avons obtenu le PPTE, le journal Le Patriote, qui est le journal du RDA, avait titré « Enfin, nous sommes pauvres et contents ». C'est-à-dire que le RDA était contre l'obtention du PPTE. Ils estimaient que obtenir le PPTE, c'était, je ne sais pas par quelle magie financière, mais ils estimaient que être PPTE, c'était un recul pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai cité, quand on se tourne vers les fonds vautours, parce qu'on craint que certaines institutions, mais certaines personnes auprès de qui on s'est endetté ne se retournent contre nous, cela pose un problème. Donc oui, ce que nous disons, ce qui a été fait, c'est très bien. Ça met à l'actif de la Côte d'Ivoire, mais il est temps qu'on puisse auditer cette gestion-là, parce que ce que nous constatons aujourd'hui n'équivaut pas à la multiplication de la dette de la Côte d'Ivoire par 20. Parfait. Voilà. Maintenant, quand vous dites que qu'est-ce que nous reprochons justement à M. Ouattara? Mais prenons d'abord, commençons par la liberté publique et individuelle. Il n'a tenu aucune de ses promesses. Il avait prévu de diligenter des enquêtes et de faire des procès sur les événements, sur la rébellion notamment, et puis sur la crise 2010. Aucun. Au contraire, c'est une justice à double vitesse où il n'y a qu'un camp qui s'est retrouvé face à la justice. Et ce camp-là a été d'ailleurs innocenté. Mais quel membre du camp du président Ouattara a fait face à la justice? Quand on en parle, on nous dit Amadou Rémy. Amadou Rémy, c'est un second couteau, c'est un sous-fifre. Vous comprenez? Donc, les libertés publiques et individuelles, il y a un véritable recul. Ce n'est pas moi qui le dis. Même les organisations de la société civile, il y a eu tout récemment une ordonnance qui a été prise qui limite leur champ d'action. Vous comprenez? Même aujourd'hui, on nous dit quoi? Même pour les religieux sont sans plan. On nous dit, si vous êtes une église ou bien une mosquée, si vous invitez un leader religieux en Côte d'Ivoire, il doit écrire sur un document ce qu'il compte venir dire et le soumettre au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur doit valider ce discours avant que cet individu ne soit amené à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais on a peur de quoi? Donc oui, il y a un véritable recul sur les libertés public et individuel. Il y a un véritable recul démocratique. Il y a une tentative hégémonique de nous ramener au parti unique que nous n'acceptons pas. Ça, c'est la première chose. Parlons, vous avez même parlé de l'éducation. Mais je vous ai donné tout à l'heure des chiffres. Voyez les enseignants. Oui, effectivement, tous les chiffres que je vous donne, je vous rappelle, ce sont les chiffres de la cellule de communication du RDR. Non, c'est ça que je dis, pour qu'on soit très à l'aise dessus. Non, vous n'inventez pas les chiffres quand même. Le président Laurent Gbagbo, autant le président Laurent Gbagbo. Ce qui saute, si vous permettez, avant que vous continuez. Lorsque vous parlez, ça ramène à une seule grande thématique. C'est la moralisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que sous le président Laurent Gbagbo, cette moralisation de la vie politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle était autant de mise? Est-ce qu'elle était aussi de mise, du moins? Je vous donne un exemple parfait. Quand il y a eu le scandale de la filière café-cacao, les responsables ont été arrêtés, mis en prison.
Cet exemple-là, c'est l'exemple le plus éloquent que vous avancez chaque fois. Parce qu'il y a eu d'autres quand même, il y a eu d'autres scandales sous le président Laurent Gbagbo à bien niveau. Non, on pourra citer tous les scandales qu'on veut, mais il y a une démarche du président Laurent Gbagbo qui a toujours été claire, c'est de soit laisser les individus en question s'expliquer devant la loi, même, donc je rappelle, Café Cacao, mais tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, le développement Café Cacao, il y a le scandale des 500 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la dame qui gérait ça, on l'a mis à l'ombre pendant quelques temps, et là, on vient de la nommer ailleurs. Voilà. Quand même, on parle souvent du scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Mais quand il y a eu ce scandale-là, le président Gbagbo a permis que tous les acteurs puissent aller s'expliquer devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale. Ils se sont expliqués. Après, t'es convaincu, t'es pas convaincu, mais au moins ils se sont expliqués devant la représentation nationale. Dites-moi, depuis qu'on dénonce des détournements sous le régime Ouattara, qui est venu s'expliquer? Qui a fait face à la justice? On a vu les détournements au fait. On a juste débarqué l'individu, on l'a nommé ailleurs. Vous voyez, je vous citais l'exemple du ministre Issé Bakongo, son directeur de cabinet qui a été limogé. Après, il a été nommé à l'Assemblée nationale où il est aujourd'hui. Donc, en fait, lorsqu'il y a des scandales, on met les personnes sous les témoins pendant 2, 3, 4 mois et puis on les recycle et on les nomme ailleurs. Mais ça, c'est justement ce dont on parle. Mais sur le président Laurent Gbagbo, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'il y avait des soupçons de détournement, ces personnes-là s'en expliquaient devant la loi. Je pourrais même citer l'exemple. Je me rappelle, il y avait une lettre du professeur Mamadou Koulibaly qui parlait justement des différents concours de police. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Où il accusait alors le ministre Agro de favoriser certaines personnes. Qu'est-ce que le président Gbagbo a fait? Il a diligenté. Il a demandé à la justice d'ouvrir une enquête. L'enquête a été diligentée. Je crois que c'était le procureur Chimou dans le temps qui avait conduit l'enquête. Donc oui, on ne peut pas empêcher. Est-ce que ce genre d'enquête, est-ce que ces enquêtes-là ont donné des résultats réels, de vrais résultats? Est-ce que ça donne des résultats? C'était pas simplement une manière de dire, OK, on diligente des enquêtes juste pour les faire, mais est-ce que ces enquêtes ont donné de vrais résultats? En tout cas, les acteurs de la filière Café Cacao, ils étaient Non, vous étiez en train de parler de l'enquête. Vous étiez en train de parler de l'enquête, écoutez, par exemple. Parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, qu'on le veut ou pas, les pouvoirs se suivent, mais se ressemblent. Surtout au niveau, on va dire, de favoriser une certaine classe. Que ce soit ceux qui sont proches du pouvoir, ils sont favorisés, comme on le voit avec le pouvoir actuel, mais ça a été aussi le cas sous le président Laurent Gbagbo. Donnez-moi un exemple, par exemple. Vous voulez que je vous donne un exemple éloquent? Un exemple des plus éloquents, peut-être qui va vous choquer, mais est-ce que vous savez que votre patron, par exemple, il a bénéficié, par exemple, d'une licence au niveau de la téléphonie cellulaire? Stéphane Chipré, il a bénéficié d'une licence au niveau de la téléphonie cellulaire, par exemple, sans appel d'offres. Est-ce que vous avez cette information? Je peux vous répondre? Oui. Ce que vous dites? Oui. Stéphane Chipré, ça, je pense, je me base sur ce que vous dites. Stéphane Chipré a bénéficié d'une licence, donc ça pose un problème. Donc, c'est-à-dire que ce que vous m'entendez dire... Sans appel d'offres, parce qu'il y avait des sollicitations... Donc, d'un marché de gré à gré. Tout à fait, merci. Donc, dans un merci de bien remettre les choses dans un marché de gré à gré, il a bénéficié. Est-ce que le fait qu'il ait bénéficié de cette licence-là, ça pose un problème de moralisation de la vie publique? Parce que si c'est les marchés de gré à gré... Mais bien entendu. Non, je veux dire que, Guillaume, si c'est les marchés de gré à gré... Vous avez suivi l'affaire avec Alexandre Gallet par rapport à Comium? Non, il ne faut pas évoquer plusieurs affaires. Allons-y. Non, je vous donne l'exemple. Non, parce que là, vous allez, on va se perdre dans le débat. Je vous laisse expliquer. Pour que vos auditeurs puissent nous suivre, prenons un sujet par sujet. Allons-y. Nous disons que ce n'est pas parce qu'un marché est fait de gré à gré qu'il y a un problème de moralisation. Ça, c'est le principe. Parce que c'est une question de gouvernance. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs marchés de gré à gré qui se passent. On est d'accord? Il y a des marchés même qui s'obtiennent sans passer par les marchés publics. Donc, je vais dire que si cette affaire, je n'en sais pas plus que vous. Je me base uniquement sur ce que vous avez dit. Donc, je vais dire que si je me base, vous n'avez pas dit qu'il y a eu des détournements. Vous avez dit que quelqu'un a obtenu une licence. Je dis, oui, on peut décider, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide, il peut décider d'accorder cette licence de gré à gré ou faire un appel d'offres. Mais ça ne témoigne pas d'un détournement. Voilà, si c'est sur cette question bien précise, je n'en sais pas plus que vous, mais je réponds sur le principe. J'ai donné cet exemple pour illustrer, mais pour vous dire que ce soit sous le pouvoir du président Alassane Ouattara ou le pouvoir du président Laurent Gbagbo, les injustices qui sont faites, moi je vais dire ça comme ça, au peuple, au détriment souvent de ceux qui sont proches des pouvoirs. Rien n'a changé à ce niveau, au fait. C'est pour ça, lorsque vous parliez chaque fois, je vois en filigrane la moralisation de la vie publique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la moralisation de la vie publique, malheureusement, que ce soit sous Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara, ceux qui payent le plus lourd tribut, ce sont les populations. Non, ce que vous dites, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes journaliste. Et quand vous dites rien n'a changé, cela témoigne encore de l'échec de la gouvernance actuelle. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi, vous êtes journaliste. Non, mais c'est clair que ce soit sous Alassane Ouattara ou Laurent Gbagbo, c'est ce que je dis. Tous les pouvoirs... Laissez-moi finir. Ça, je vous le dis ouvertement. C'est ce que je dis. Si vous dites que
en termes de moralisation de la vie publique, rien n'a changé. Vous êtes journaliste. Moi, si je le dis, on dira que c'est un avis partisan. Mais vous êtes journaliste, si vous le dites... Oh non, ça saute à l'œil. C'est une question de bon sens. C'est ce que j'ai dit. C'est une question de bon sens. Les Ivoiriens pourront constater qu'on a, par exemple, M. Guillaume Vergès, qui est journaliste indépendant, qui est d'accord sur le fait qu'en termes de moralisation de la vie publique, rien n'a changé. Et cela est contradictoire. Ça, je l'assume. Oui, est-ce que ça, je l'assume. C'est ce que je dis. Mais cela rentre en contradiction, justement, avec les promesses qui avaient été faites par le gouvernement Ouattara. Donc, vous comprenez pourquoi, justement, les gens veulent qu'il soit plus au pouvoir. Parce que si un régime change, qu'un autre arrive et que rien ne change, il y a un problème. Les gens ne votent pas pour les choses statiques, les gens votent pour les choses en mouvement. Donc, si rien n'a changé, en ce moment-là, il y a un problème. Donc, vous serez d'accord que les Ivoiriens veulent que les choses changent et qu'ils ne veuillent plus que M. Ouattara et son régime restent au pouvoir. Maintenant, si les autres... tout, ce que je souhaiterais qu'on retienne tout de même, c'est que malheureusement, c'est pour ça qu'on souhaiterait, parce que très souvent, on fait des comparatifs. Nous, on était là, on a fait ci, et on va faire ça, tant. Sauf que malheureusement, tous les mêmes pouvoirs corrompent absolument. Tous les pouvoirs. Le bémol, et on souhaiterait, je pense que vous, en tant que jeunes, et je pense que les nouvelles générations souhaiteraient voir des gouvernances. Parce que le débat que nous menons aujourd'hui, c'est pas pour faire le procès, on va dire, d'une gouvernance passée ou d'une gouvernance actuelle. Mais c'est de trouver des perspectives de sorte à ce que les gouvernants qui viendront sachent qu'il faut que les donnes changent. De sorte à ce que ce qu'on a connu, ce que ce soit sous le président Henri Konan Bédié en son temps, les scandales des 10 milliards qu'on a connus sous le président Laurent Gbagbo avec des marchés de gré à gré ou encore ces injustices criardes aujourd'hui qu'on a sous le président Alassane Ouattara, que ça change pour le bien des populations. Là, je parle des trois tableaux parce que je n'impute pas cela à un seul gouvernement. Non, vous savez, on ne peut pas... Excusez-moi, mais ça, c'est l'argumentaire de la facilité. Moi, je veux qu'on soit précis. Moi, je vous ai donné des exemples. Je ne dis pas que toute la gouvernance du président Laurent Gbagbo était parfaite. Seul un sot pourrait réfléchir comme ça. Mais je vous ai donné des exemples précis où des individus proches ou supposés proches de lui ont fait face à la justice, à sa demande pour répondre de leurs actes. Et comparativement, je vous dis, en 15 ans de pouvoir de M. Ouattara, il n'y a aucun cas où un de ses proches s'est retrouvé face à la justice pour des cas similaires. Donc oui, il n'y a pas une avancée, mais il y a une régression. Quand vous voyez les tapés d'eau, les Angélique Kili, les Henri Amouzou qui étaient en prison, mais certains étaient des proches, certains étaient des proches de certains barons du FPI. Ils se sont retrouvés en prison pour répondre de leurs actes. Mais c'est un message fort qui était adressé, mais en 15 ans et puis cela dans des conditions difficiles où on a un pouvoir qui est attaqué. Donc le chef aurait plutôt tendance à vouloir rassurer ces gens. Mais dans ces conditions-là, il a amené certains qui étaient proches de lui devant la justice pour répondre aux actes. Ils ont été condamnés. Autant il y a eu des procès où certains étaient condamnés, autant il y a eu des procès où certains étaient blanchis, comme le cas dont je vous parlais du procès Madou Koulibaly face à des États gros. Mais ça montre quoi? Ça montre une volonté de faire en sorte que tout le monde soit justiciable, qu'il n'y ait pas de passe-droit. C'est une volonté politique. Après, elle peut se matérialiser de différentes manières. Mais sous la gouvernance actuelle, je dis, malgré les différents scandales qui ont émaillé cette gouvernance depuis 15 ans, aucun cadre du RADP n'a fait face à la justice. Ça aussi, c'est factuel. Et les Ivoiriens le constatent. Donc oui, il y a des choses qui ont changé. Avant, hier, il y avait un chef d'État. Lorsqu'il y avait des remous qui laissaient ces personnes aller devant la justice répondre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on les dégomme, on les recycle et on les nomme à un autre poste. On va avancer dans l'échange. Oui. J'espère justement, lorsqu'on va arriver sur le chapitre des programmes de gouvernement, que vous allez quand même mettre en avant les offres que vous allez apporter aux populations ivoiriennes et non surfer, hein, c'est mon point de vue, surfer, on va dire, sur l'aura du président Laurent Gbagbo, parce que tout de même, c'est clair que vous avez pas mal de choses à faire valoir que l'aura du président Laurent Gbagbo. Non, on y reviendra. Voilà, non, c'est clair. Lorsque vous allez arriver sur ce débat au niveau des programmes de société et autres, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire valoir que l'aura, en tout cas, du président Laurent Gbagbo. Parlons maintenant de la situation politique en Côte d'Ivoire. Là, en ce moment, ce qui est de mise, c'est que l'opposition ivoirienne réclame, on va dire, un dialogue avec le pouvoir en place. Mais la question que moi je posais, à quand un dialogue au sein de l'opposition ivoirienne? Dans quel but? Non, parce que dans le but où, là, aujourd'hui, l'opposition ivoirienne, dans son ensemble, cherche à échanger avec le pouvoir en place, n'est-ce pas? Oui. Sur des thématiques portant sur la réforme de la CEI, avoir une élection inclusive, avoir une liste électorale vraiment propre et autres. Mais on se rend compte que
Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne est en train de s'enliser dans les fronts. Il y a le Front commun dont on va parler, il y a la CAP Côte d'Ivoire. À quand un dialogue pour que cette opposition-là parle d'une seule voix, même si c'est pour aller sur les mêmes thématiques? Non, mais ça n'existe nulle part. Ça, excuse-moi, mais c'est un rêve éveillé. Dans aucun pays du monde, l'opposition ne parle d'une seule voix. Mais c'est même pas possible. Au sein de l'opposition, on a des gens qui ont des idéologies différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des expériences différentes. Et je ne dis pas, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est propre à tous les pays. Non, laisse-moi finir. Je vous donne un exemple, oui. Excusez-moi si vous permettez. Lorsque le président Laurent Gbagbo lance l'appel de Bonois, par exemple, l'appel de Bonois s'adressait à qui? À tous les partis de l'opposition. Je vous laisse finir. Oui, ça s'adressait à tous les partis de l'opposition. Lorsqu'on fait partie de l'opposition, par exemple, et lorsqu'on fait dans cette opposition, on a la même idéologie. Qu'est-ce qui aurait pu coûter au président Laurent Gbagbo? Je donne un exemple tout simple, de manière pragmatique. Prendre son téléphone, appeler par exemple Pascal Affi-N'Guessan, appeler Simone Gbagbo, appeler Charles Blé Goudé et leur dire venez me retrouver au sein du PPACI. J'ai pu asseoir le PPACI. Je souhaiterais maintenant qu'on marche ensemble et qu'on puisse porter des revendications ensemble. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher le président Laurent Gbagbo de le faire que d'aller parler par exemple de l'appel de Bonois, de sorte à peut-être attendre que ces personnes-là puissent peut-être venir ou ne pas venir? D'accord, je vais terminer sur ce point. Donc je dis, dans aucune démocratie, dans aucun pays, même sous la dictature, l'opposition ne parle d'une même voix. L'essentiel, c'est est-ce que les revendications qui sont mises en avant sont les mêmes? Ça, c'est la première des choses. Venez sur l'appel de Bonois. L'appel de Bonois ne s'adressait pas exclusivement aux partis politiques. Il s'adressait à tout le monde, aux partis politiques, aux acteurs de la société civile, aux Ivoiriens. Et le président Laurent Gbagbo, il a précisé le cas. Il dit tous ceux qui ne veulent plus que ce pouvoir soit là, je les appelle à venir pour qu'on se mette ensemble pour mener ce combat. C'est la première des choses. Mais dans l'exemple que vous prenez, moi, je pense qu'il ne faut pas infantiliser les leaders politiques. Vous voyez? On ne peut pas tout résumer à un appel. Le Premier ministre Affi-N'Guessan gère un parti politique. Madame Simone Eivé gère un parti politique. Monsieur Charles Blé Goudé, il est président d'un parti politique. Donc, quand on veut s'adresser à un parti politique, le respect minimum, c'est d'envoyer une délégation vers ce parti pour aller échanger avec eux. On ne peut pas les infantiliser. Ils ne représentent pas des individus. Pourquoi on les appelle au téléphone pour dire, bon, venez, écoutez, on se met ensemble. On fait une démarche vers le parti politique. C'est ce qui a été fait. Une délégation du PPACI est allée. Vous savez ce qui complique un peu. Non, excusez-moi. Je comprends, mais vous savez ce qui complique un peu, on va dire, les démarches ou bien la marche des partis en Côte d'Ivoire, c'est qu'on se lance trop dans de grandes théories alors qu'on peut faire les choses beaucoup plus simplement. Lorsqu'on a eu, par exemple, des compagnons de lutte comme Affi-N'Guessan, Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé et autres, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de parler par des canaux de partis? On peut se parler de manière ouverte? Mais ça se fait. Je vous donne un exemple simple. Quand vous m'avez contacté pour cette interview, oui, vous m'avez dit, écoute, si je souhaiterais t'avoir une interview, je te dis quoi? Je te dis, écoute Guillaume, contacte Ousmane Sy Savané parce qu'au niveau du parti, c'est lui qui déjà juge de l'opportunité de l'interview et puis qui décide si on y va ou pas. Mais alors que j'ai aucun problème avec toi, j'aurais pu venir directement, échanger avec toi, faire cette interview et puis la mettre sur la place publique. Donc, dans toutes les sociétés humaines, il y a des règles qu'il faut respecter. Après, les rapports individuels existent, mais il faut respecter les règles. Moi, je pense qu'il ne faut pas infantiliser les acteurs politiques. Il faut les respecter en tant que président de parti. Si Affi, par exemple, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, s'il était au PPACI, la question ne se poserait pas. Vous comprenez? S'il était, ou bien si alors le président Laurent Gbagbo était encore FPI, la question ne se poserait pas. Mais aujourd'hui, ce sont des leaders à temps plein qui gèrent des structures politiques où leur voix engage leurs militants. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas les résoudre à un simple appel. Il faut respecter la forme. En politique, la forme est autant importante que le fond. Et dans le cas d'espèce, le PPACI a respecté et la forme et le fond. Nous sommes allés, nous avons envoyé des délégations vers toutes les personnes que nous voulions voir. Et aujourd'hui, l'appel de Bonois, il avance. La preuve, il a abouti aujourd'hui, non seulement au mouvement Trop c'est trop, au Front commun. Mais il n'est pas exclu demain qu'avec CAP, quelque chose se noue ou avec une autre personne. Vous comprenez? La preuve, le PDCI est dans CAP, mais nous avons avec le PDCI des Fronts communs. Et je pense que c'est Mme Simone Eivé qui disait qu'on n'est pas tous obligés de parler d'une seule voix. Ce qui est important, c'est qu'on soit d'accord sur les différentes revendications. Ouais. Et je pense même que peut-être que stratégiquement, il est bon qu'on parle de différentes voix. Stratégiquement, je dis peut-être, il est bon qu'on parle de différentes voix.
Mais vous ne trouvez pas que toutes ces procédures de parti à parti, ça plombe un peu la lutte de l'opposition et, Non, et ça fait qu'on s'enlise dans des débats souvent internes qui n'ont pas lieu d'être, qui plombent quand même votre combat au sein non, de nous, au l'opposition? PPACI, il n'y a pas de débat sur ces... Nous, au PPACI, il n'y a pas de débat sur ces questions-là. Nous avons le comité central, nous avons des organes du parti où nous discutons de la stratégie que nous voulons appliquer. Et nous déployons notre stratégie. Lorsque je le dis, est-ce que vous ne savez pas que ça fragilise quand même, pour ceux qui vous observent de très loin, lorsqu'on voit des partisans de Laurent Gbagbo attaquer les partisans de Charles Blé Goudé, lorsqu'on voit des partisans, par exemple, du PPACI peut-être attaquer les partisans de Simone Gbagbo, est-ce que ça donne une image reluisante de l'opposition ivoirienne? Mais pourquoi, dans les deux exemples que vous donnez, ce sont les militants du PPACI qui attaquent à chaque fois? Non, bon, vice-versa. Hein. Voilà, vice-versa. Lorsque les partisans du PPACI et du COJEP s'attaquent, est-ce que ça fragilise pas? Est-ce que ça donne pas une image assez... L'image n'est pas belle. Moi, cela ne me gueule. C'est démocratique. Ça fait... Si on n'est pas au COJEP, c'est qu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel avec le COJEP. Si on n'est pas au PPACI, c'est qu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel avec le PPACI. Si on n'est pas au MGC, effectivement, pour la même raison. Donc, si on a des partis différents... Et donc, cela doit donner lieu à des passes d'armes. Laisse-moi finir. Donc, si on a des partis différents, ça veut dire que chacun de nous cherche à conquérir un électorat. Donc, on doit souffrir du fait qu'il y ait des débats qui se tiennent, même au sein des partis qui sont au pouvoir pour conquérir l'électorat. Par contre, moi, ce qui me rassure, c'est que c'est de l'ordre du débat, c'est de la démocratie. C'est vrai que nos démocraties sont en construction, donc dès qu'il y a un échange où, c'est comme on pourrait sortir de ce débat-là, les gens vont me dire, mais Guillaume Vergès, il t'a attaqué. Non, c'est l'exemple que je prends. Il fait son travail, c'est le débat. Il est le questionneur. Moi, je suis supposé amener les réponses. Et les questions qu'il pose, ce n'est pas forcément ce qu'il pense, mais il est obligé de prendre ce que le peuple pense et le poser en question en espérant que moi, j'ai les réponses. Donc, c'est la même chose, c'est le jeu démocratique. Mais ce qui me réjouit, c'est que même les divergences qu'il peut avoir au sein de l'opposition, elles restent de l'ordre du débat. Vous comprenez? Mais dans le parti au pouvoir, lorsqu'il y a des divergences... Mais est-ce que ça ne vous fragilise pas tout de même? Ça ne fragilise pas les partis de l'opposition? Non, je veux dire que... Dans vos partisans, est-ce que ce n'est pas un peu quand même désolant de vous voir comme ça, vous voir sur la place publique en train de vous... Non, vous savez, nous, au PPACI... De vous porter des coups? Non, nous, au PPACI, nous n'attaquons personne. Ça, il faut que j'insiste là-dessus. Au PPACI, nous n'attaquons personne. Nous déployons ce qui est notre stratégie, nous déployons notre vision. Après, elle peut rentrer en contradiction avec d'autres personnes qui pourraient s'en plaindre. Il est de leur choix. Mais remarquez bien que tout ce qu'on nous oppose, ce n'est pas des questions politiques, c'est des questions personnelles. Pourquoi on n'appelle pas tant? Pourquoi on ne voit pas tant? C'est des questions personnelles. Mais personne ne remet en cause. C'est pour ça que j'ai voulu que cette interview, on la commence sur des faits, vraiment, on va dire, des faits portant sur des projets de société. Parce que les problèmes de personnes, ce sont elles aujourd'hui qui prennent toute la place. Ce sont ces problèmes du moins qui sont eux qui prennent toute la place dans le débat politique et non vraiment de vraies thématiques qui apportent une valeur ajoutée. Secrétaire national en charge du marketing politique du PPACI. Vous comprenez? Donc, les questions qui m'intéressent sont les questions liées au PPACI, à la stratégie du PPACI et aux actions du PPACI. Après, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas membre de la famille du président Laurent Gbagbo. Donc, les décisions qu'il pourrait prendre dans ce cadre-là ne m'incombent pas, ne m'intéressent pas. Donc, aujourd'hui, est-ce que le PPACI a une démarche claire et lisible pour tout le monde? Oui, nous avons une démarche claire et lisible pour tout le monde. Est-ce que le peuple comprend ce qu'on veut? Oui, le peuple comprend ce qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est une élection libre, démocratique et transparente. Après, les autres appareils politiques font leur stratégie, ils choisissent leur démarche. Ce que nous acceptons, nous n'avons aucun problème avec. Donc moi, oui, je le répète, notre message, il est compris par nos militants. Vous savez, Guillaume, le président Laurent Gbagbo est rentré il y a quelques années en Côte d'Ivoire, il a créé un parti politique. Mais beaucoup pariaient sur notre pète. Aujourd'hui, le PPACI est une force politique en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Donc oui, pour moi, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si des gens ne sont pas d'accord avec notre démarche, il est de leur droit de critiquer. Et puis, à nous de leur apporter la réponse qui vaut. C'est le jeu démocratique, il faut qu'on s'y habitue. En tout cas, certains souhaiteraient vraiment que l'opposition ivoirienne donne une meilleure image d'elle que celle qu'on voit en ce moment. Il ne faut pas... Enfin, quand on parle de l'opposition, j'ai l'impression qu'on imagine ça en une entité. Mais ça n'existe pas une opposition en une entité. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des idéologies différentes, c'est des parcours différents, c'est des expériences différentes. Vous comprenez? Mais chaque jour que Dieu fait, nous essayons de nous rapprocher des uns des autres. Qui aurait pu parier sur un accord avec le PDCI il y a quelques années? Personne. Mais aujourd'hui, le PPACI et le PDCI sont ensemble au sein du Front commun. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent. Et jusqu'à ce qu'on arrive aux élections,
Peut-être qu'il y a de belles surprises qui seront encore réservées aux Ivoiriens. Donc, parler de différentes voix n'est pas un problème tant qu'on réclame tous la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de la Constitution de 2016 qui a été amendée en mars 2020? Je pense qu'il y a certaines institutions que je ne juge pas nécessaires, je les suis budgétivores en fait. Parce que, non, moi je parle de la Constitution ivoirienne, la Constitution. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais c'est la Constitution qui institue ces institutions-là. Vous parlez des, voilà, c'est la des institutions comme le Sénat qui ont été instituées par cette Constitution. Je trouve que cette Okay. Constitution, elle est budgétivore en fait. Parce que le Sénat et tout ça, c'est de l'argent public qui est gaspillé. Je ne vois pas les véritables avancées démocratiques que cette nouvelle Constitution concède. Je n'en vois pas en fait. Parce que au-delà du fait de créer des institutions, au-delà du fait de créer des postes de vice-président, regardez vous-même comment les auteurs de la Constitution ont balbutié. D'abord, au début, le chef de l'État était supposé être élu en même temps que son vice-président. Après, on a fait des amendements où le chef de l'État est élu et puis il nomme son vice-président. On fait une constitution, on nous dit non, mais pour le chef de l'État de faire un troisième mandat. Après, on va sur le site internet, on gomme, on retire tous les liens et puis on dit non, le chef de l'État connaît le droit que nous tous. Et lui, il vient nous dire non, je me promène toujours avec la constitution dans ma poche. Vous savez, quand on a besoin d'avoir un document sur soi en permanence, c'est qu'on n'a pas bien bossé. Donc, cette constitution-là, elle n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas d'avancée démocratique véritable. Elle n'est pas bonne pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle instaure un gaspillage des ressources publiques. Donc, oui, on aurait pu améliorer la Constitution de 2000 si on le voulait. Mais dans ce cas-là, il fallait instaurer dans cette nouvelle Constitution de véritables avancées démocratiques. Mais ce que nous avons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant les tests, c'est le respect des tests. Mais justement, cette Constitution, quand même, vous a fait une fleur. Quand je parle de vous, je parle du PPACI. Du moment où on lève le verrou de l'âge, ça permet au président Laurent Gbagbo de pouvoir être candidat à 80 ans. Sinon, c'était à 75 ans. Quelque part aussi, c'est un avantage pour le PPACI, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un biais. C'est un biais parce que, justement, les auteurs de la Constitution ne s'attendaient pas à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est ça, vous savez, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Oui, c'est ça qui est beau dans l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand on veut ruser avec l'histoire, on nous fait des coups bas. Je me rappelle le Premier ministre Aoussou Janou qui disait « Ceux qui sont contre la Constitution n'aiment pas Gbagbo. Parce que cette Constitution-là, si elle est votée, si Gbagbo est libéré pour être candidat demain. » Mais en le disant, il n'espérait pas que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et puis l'histoire lui fait un coup bas et le président Laurent Gbagbo est libéré. Et ils sont obligés de courir pour inventer d'autres artifices pour ne pas qu'il soit candidat. Mais c'est là où c'est intéressant lorsqu'on voit que le président Laurent Gbagbo, lui, s'est battu pour ses acquis démocratiques. Le bulletin unique, la majorité, l'âge à 75 ans, et qu'on réintroduit ça. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas souvent ce genre de combat au sein du PPACI, de sorte à ce qu'on puisse revenir sur ces acquis démocratiques? Non, justement, vous savez, pour changer, il faut être au pouvoir. Non, je veux dire là, ça fait partie des revendications. Là, en ce moment, vous êtes en train de vous battre pour que la CEI soit réformée, pour que au niveau du découpage électoral, il y ait des efforts qui soient faits, qu'on puisse même, on va dire, abroger cette CEI qui est en place là avec Kouibert. Pourquoi ne pas en même temps demander que, je dis n'importe quoi, hein, d'autant plus que ça a été amendé, demander au président Alassane Ouattara d'amender aussi l'article portant, qu'on appelle ça, qui porte sur l'âge. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas ça aussi? Porte sur l'âge. Mais non, mais c'est pas là. C'est ce que je dis. Tout est une question de priorité. Dans un combat politique, il y a plusieurs revendications. Mais les situations se règlent par urgence. Guillaume, on a 3 mois d'une élection, moins de 3 mois d'une élection présidentielle qui s'annonce catastrophique si rien n'est fait. La Constitution, une fois que le RADP aura perdu le pouvoir, on pourra changer la Constitution, faire en sorte que les Ivoiriens y retrouvent leur véritable aspiration. Mais nous pensons que l'urgence, on va à une élection, on ne veut plus qu'il y ait des morts. On ne veut pas qu'au sortir de 2025, on soit là à compter les morts. Vous voyez? On a eu en 2010 3000 morts. En 2015, on a eu des morts. En 2020, on a franchi notre palier, on a joué au foot. Non, ce combat, il est légitime. Voilà, ce combat, il est légitime, mais c'est lorsque je vois qu'il y a certains articles qui sont à l'avantage du PPACI et que le PPACI ne lève pas le petit doigt là-dessus. C'est ce pourquoi j'interroge votre conscience là-dessus, en fait. Lorsque cette constitution a été mise en place, le PPACI n'existait pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait une constitution. Le PPACI se conforme à la loi. Vous comprenez? Le PPACI se conforme à la loi. Donc, là, beaucoup de militants du parti au pouvoir vont vous prendre au mot. Hein. Si vous devez vous conformer à la loi, on va vous dire, mais toutes les lois qui ont été votées, toutes les décisions de justice qui ont été prises, que vous dénoncez en longueur de journée, conformez-vous-y.
C'est ce qu'ils vont vous dire. Hein? Mais vous voyez, c'est le bien, c'est l'erreur que certains commettent. Je l'expliquais sur un plateau de télé à Abidjan. Ce n'est pas parce que je dénonce une loi que j'estime mauvaise que je ne m'y conforme pas. Est-ce que vous comprenez? Je peux dénoncer une loi en estimant qu'elle est mauvaise, tout en m'y conformant, en attendant de la faire changer. Vous comprenez? Donc oui, la décision de justice dont vous parlez, nous la dénonçons parce qu'elle ne respecte même pas ni la Constitution, ni le code. Donc nous la dénonçons. Mais c'est justement parce que nous respectons la loi que nous continuons de la dénoncer. Donc oui, une loi qui est mauvaise, on la dénonce. Mais en attendant qu'elle soit changée, on s'y conforme. Donc dans l'exemple de la Constitution que vous évoquez, vous pensez que si le président Laurent Gbagbo était rentré en Côte d'Ivoire et que la Constitution de 2000 n'avait pas changé et que l'âge limite était à 75 ans, vous imaginez qu'on serait en train de faire des manifestations pour demander que l'âge limite soit mis à 81? Non, on s'y conformerait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est l'histoire qui fait un coup bas au parti au pouvoir. Parce que lorsqu'ils ont fait cette loi-là, c'était pour faire une fleur à leur chef, en pariant sur le fait que le président Laurent Gbagbo ne serait jamais libéré et qu'il ne reviendrait jamais en Côte d'Ivoire. Et par la combativité des Ivoiriens, par la foi des Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a été libéré. Je vous assure, s'ils avaient la possibilité d'aller changer rapidement pour amener à 75 ans, il l'aurait fait, mais c'est parce qu'il ne peut pas le faire, ce serait trop flagrant. Donc non, elle ne fait pas de fleurs au PPACI. Le PPACI constate que la loi existe. Et s'y conforme simplement. Et si le président Alassane Ouattara devait se conformer à toutes les décisions de justice qui ont cours et laisser les choses en l'état, par exemple, et qu'il est seul candidat et que les autres candidats sont éliminés, au soir, enfin, on va dire les candidatures, c'est au mois d'août, je crois bien, même si le calendrier électoral n'est pas encore assez clair là-dessus, et que les autres candidats qu'il n'y a pas de candidat et que c'est le seul candidat, et qu'il se conforme aux décisions actuelles, selon vous, quelles seraient les... Ça n'arrivera pas. Ah ouais? Non. Sur quoi vous basez pour dire cela? Ça n'arrivera pas, simplement. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'acceptera pas. Il y a une élection, il faut que toutes les forces vives de la nation aillent à la compétition et que le meilleur l'emporte. Voilà. Donc ça n'arrivera pas qu'il soit candidat unique. Ça, c'est révolu, ça, c'était 60 ans en arrière. Et je me rappelle, il y a un cas d'hier qui disait, non, je crois que c'était le maire de Koro qui disait, non, nous-mêmes, on veut un royaume. Il a dit, tu es venu dans un monde un peu trop vieux. En fait, ça, il fallait retourner en 1800, 1900. Il n'y aura pas de royaume en Côte d'Ivoire. Non, ça ne va pas exister. Et il ne sera pas candidat unique, il ne sera même pas candidat. Il ne sera même pas candidat? Non, parce que la loi ne lui permet pas d'être candidat. Donc, il ne sera pas candidat. Donc, de ne pas être candidat jusqu'à être candidat unique, le chemin est trop long. Le Front commun avec le PDC RDA, ça se passe bien? Super bien. Nous avons une réunion le mardi 22 à Abidjan. Et puis, par la suite, il y a un certain nombre de décisions qui seront annoncées. Le peuple sera convoqué. Parfait. Le président Guillaume Soro qui rejoint le mouvement Trop c'est trop. Et cela soulève quand même des débats. De savoir que le président Guillaume Soro, qui vous a combattu hier avec la rébellion, aujourd'hui est accepté, on va dire, en grande pompe, je vais dire ça comme ça, lorsqu'il rejoint votre mouvement. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre tout ça? Guillaume, quand Guillaume Soro rejoint un mouvement initié par Laurent Gbagbo, qui gagne? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non, posez la question peut-être à ceux qui trouvent cela. Ici, vous êtes le représentant de... Quand vous me posez la question, vous êtes le représentant de ceux qui pensent cela. OK. On a dit, pendant 10 ans, on a dit Gbagbo, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, c'est un génocidaire. Et que le président Laurent Gbagbo dit, je lance un mouvement qui s'appelle Trop c'est trop pour me battre pour les libertés démocratiques individuelles. Puis Soro dit, je viens. C'est fait, on est acquis. En fait, c'est une question de vision stratégique. Ça veut dire que cela confirme que tout ce qu'on a dit sur le président Laurent Gbagbo... Cette vision stratégique n'est pas un peu contraire à la morale sociale quand même? Tu voudrais que celui qui t'a combattu hier, que tu veuilles t'allier avec lui aujourd'hui, est-ce que par rapport à la conscience morale sociale, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais bien au contraire, dans toutes les sociétés africaines, on élève au rang de héros ceux qui arrivent à se dépasser pour se remettre avec leurs adversaires et leurs ennemis d'hier. Il n'y a aucune société humaine où on dit non, si quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut que tu fasses la même chose. La preuve, même dans la Bible, on disait il y a eu le Nouveau Testament qui est venu balayer l'Ancien Testament quasiment, bon pas balayer, mais qui est venu compléter l'Ancien Testament où Jésus dit, on vous disait donc moi je vous dis, si on vous gifle la joue. Donc dans toutes les sociétés humaines, c'est faire preuve de dépassement de soi, c'est faire preuve de bravoure que d'être capable d'accepter auprès de soi quelqu'un qui vous a fait du mal hier. Donc pour vous, en termes d'éthique, il n'y a aucun problème. C'est dans l'ordre normal des choses. Mais Guillaume, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pose encore la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus hautement humain que d'accepter auprès de soi
quelqu'un qui vous a combattu hier. Moi, je souhaiterais qu'on m'explique. Après, oui, il ne faut pas minimiser la question. Je ne la minimise pas parce qu'il y a des gens qui ont quand même souffert de la rébellion. Il y a des gens qui ont perdu des proches. Il y a eu des vies qui ont été détruites par la rébellion. Donc que ces personnes-là ne soient pas d'accord, oui, c'est compréhensible, mais il est de notre devoir de leur expliquer qu'il y a urgence à la matière. Il y a urgence en Côte d'Ivoire. Il y a une urgence. Il faut créer un rempart contre la dérive dictatoriale du pouvoir. Donc, dans ce sens-là, toutes les personnes qui sont victimes de ces injustices-là sont les bienvenus. Ça fait pas, nous, on n'est pas amis à Soro, Guillaume. Parce qu'il faut que les gens comprennent, on n'est pas amis à Soro. Mais il subit la même chose que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et chez lui, c'est encore plus dommage parce que c'est un régime qu'il a conclu envoyer au pouvoir qui lui fait subir ça. Mais c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc, ça n'absout pas ses fautes d'hier du tout. Mais on se dit, puisqu'on est tous victimes du même pouvoir, pourquoi ne pas se compléter les forces pour essayer de corriger ces injustices-là? Après, chacun de nous répondra soit devant le tribunal de l'histoire, soit devant la justice. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler un problème ponctuel. Et donc, pour cette alliance stratégique, en tout cas, vous avez besoin de tout le monde. Vous savez, quand Mas disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous, il n'établissait pas des ethnies pour dire bon, les prolétaires de Côte d'Ivoire, unissez-vous, les prolétaires de tel pays, unissez-vous. Donc, le même message que nous avons, tous ceux qui sont victimes d'injustice sur le régime Ouattara, unissons-nous. C'est le message. Donc, peu importe, même si aujourd'hui, je donne un exemple, je veux même être sarcastique, on nous disait qu'il y a le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Si aujourd'hui, il veut être candidat, parce qu'on nous disait, selon certaines rumeurs, il souhaiterait être candidat. Mais si aujourd'hui, on met une loi qui empêche spécialement Bitogo d'être candidat, on lui dira, ben viens dans le mouvement trop c'est trop. Parce que nous, notre mission, et le président Laurent Gbagbo l'a dit, c'est de faire en sorte que ce pouvoir ne soit plus là. Par contre, nous avons posé un principe base, il faut que ce soit par des moyens démocratiques. Parce que souvent on nous dit non, vous préparez une insurrection. Non, on ne prépare pas d'insurrection. Le président Laurent Gbagbo, toutes les victoires qu'il a remportées dans sa vie, ce sont des victoires politiques, ce sont des victoires démocratiques. Oui, parce que certains pensent qu'aujourd'hui, votre allié, aujourd'hui, Guillaume Soro, qui a rejoint le mouvement Trop c'est trop, pour beaucoup, pour certains, c'est un peu votre bras guerrier qui, lui, serait en train de formater un coup pour que vous puissiez vous engouffrer dans ce tuyau. En plus, ça nous fait un mauvais procès. Parce que je rappelle que ce qui a débouché sur CAP aujourd'hui, la première réunion au sein du PDCI, mais le GPS était représenté par l'honorable Soumaoro. Il y a la signature pour le compte du GPS. Donc GPS, ça fait partie de Cap Côte d'Ivoire? J'ai dit pour les premières réunions qui ont débouché sur Cap par la suite. Okay. Même le PPACI y était. Ces réunions sont déroulées au siège du PDCI. Le COGEP était représenté par le docteur Patrick Saraka. Ils ont tous signé. Et c'est par la suite que l'honorable Soumaoro a été arrêté et jeté en prison parce qu'on l'a accusé de se prévaloir d'une organisation qui est dissoute par la justice. Comprenez? Donc, quel des Ivoiriens? Mais qu'est-ce qui a fait qu'après le PPACI n'a pas continué avec non, je vais finir dessus. Okay. Quel des Ivoiriens qui ont souffert du fait de la rébellion initiée par Soro Guillaume expriment leur mécontentement? Oui, ça, je peux l'entendre. Et il est de notre devoir de les rassurer. Il est de notre devoir de leur dire, écoutez, le périple qui nous guette est beaucoup plus dangereux parce qu'il risque de nous faire disparaître totalement. Mais que ce soit des chefs de partis politiques qui ont posé leur signature à côté de celle des GPS, de Soro Guillaume, qui nous le reprochent aujourd'hui, il y a un problème de cohérence. Oui, il y a un problème de cohérence. Maintenant, pourquoi non, parce que je dis que cette signature, c'était pas encore CAP. Voilà. Par la suite, nous avons estimé qu'il fallait avoir une ligne claire et puis porter notre revendication. Nous avons lancé l'appel de Benoît. Mais ce n'est pas un appel fermé par la suite. La preuve, le PDCI, dont le président Thiam assure la présidence, parce qu'on semble l'oublier souvent, le président de Cap Côte d'Ivoire, c'est le président Tidiane Thiam, et puis Mme Simone Evé, porte-parole, je crois. Oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est ensemble dans le front commun. Il n'est pas exclu que demain, il y ait un autre accord qui soit signé même avec Cap. Donc des discussions peuvent avoir lieu. Et puis on est à 3 mois de l'élection et tout est encore possible. J'ai dit, ne pas parler d'une seule voix ne veut pas dire qu'on ne parle pas de la même voix. C'est clair. On va terminer rapidement par 2 dernières questions. Là, je vous parle en tant que jeune. Je ne parle pas parce que vous avez des procédures au sein du parti. Vous allez me dire, non, ça c'est la position du parti, mais là, moi, je vous parle en tant que jeune parce que vous êtes jeune, vous avez été leader estudiantin. Aujourd'hui, vous avez un jeune qui a été leader estudiantin, qui est aujourd'hui président
de parti, président du COJEP, Charles Blé Goudé, par exemple. Et vous, en tant que leader estudiantin, lorsque vous voyez aujourd'hui les rapports entre ce leader estudiantin jeune, qui est aujourd'hui président de parti, avec votre mentor d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, ces rapports, qu'est-ce que ça vous fait? Et surtout, ma question elle a 2 volets, et surtout que vous, en tant que leader estudiantin jeune, aujourd'hui, quelqu'un qui a une place stratégique au sein du PPACI, j'ai vu votre dernière prise de parole, lancer des pics à peine voilés à Charles Blé Goudé, par exemple, dans la continuité de tout ça. Déjà, le premier volet, le second volet, vos réponses passent à tout ça. Non, vous savez, Guillaume, moi, je ne voulais même pas aborder cette question-là. Parce que, pour moi, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. J'estime que moi, je n'ai pas à me prononcer sur les rapports personnels du ministre Charles Blé Goudé avec le président Laurent Gbagbo. Ce que j'ai dit, moi, je suis secrétaire national technique du PPACI. Donc, ma parole engage le parti. Tout à fait. Donc, je ne peux pas... Mais là, je vous pose la question en tant que leader jeune. Je vais répondre. Je vais pas me... En tant que jeune. Non, je vais répondre. Pas en tant que porteur de la parole. Je vais d'abord préciser les choses et je vais y répondre, t'en fais pas. Merci. Ce que je vais dire, mais je ne peux pas dire que je parle pendant 20 minutes en tant que secrétaire national technique du PPACI et puis après, pendant 5 minutes, je parle en tant que jeune et puis après, en tant que 10 minutes, je parle en tant que jeune. Non, là, toute cette question, en tout cas, j'ai fait le distinguo. Non, mais je vais vous en prie. Moi, j'estime que Charles Blé Goudé a aujourd'hui son parti politique et le COJEP, qu'il conduit selon la vision, selon la mission que l'ont confié ses camarades de parti. C'est son droit le plus absolu et moi, je respecte ça. Ce qui me gêne par contre, j'ai regardé un peu. Guillaume, tu l'as reçu au moins 4 ou 5 fois. Oh, plus que ça. Plus que ça. Et je me suis amusé à faire un petit chrono, en fait. Mais le temps que vous passez à parler des questions internes, on ne m'a pas appelé, on n'a pas dit mon nom. Non, c'est des exemples que je vous donne. Hein, non, mais avec moi, je n'étais pas, appelé. C'est des exemples. Mec, je dis que le temps que vous passez à parler des questions internes, ça représente au moins 70 à 80% des interviews. C'est pour ça que j'ai dit que ça pose un problème. Parce que quand on est parti, ça veut dire qu'on est parti d'opposition, on aspire à prendre le pouvoir d'État. On aspire à prendre le pouvoir d'État. Donc notre adversaire commun, c'est le RADP. Si on estime qu'on a des mésententes, on peut les exposer, ça ne pose pas de problème, mais consacrer l'essentiel de son temps à cette thématique-là, la stratégie victimaire n'est pas toujours la bonne solution. Moi, je vais te donner un exemple simple. Moi, avec Blé Goudé, c'est mon vieux père. C'est comme un politique de côté. C'est de ça, moi, c'est ce que je t'ai dit. C'est qu'on met la politique de côté, qu'on se croit, c'est bonjour, vieux père, ça va, on cause, on échange rapidement, et puis bon, ça s'arrête là. Et ça, tu comprends. Mais je veux dire que, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai toujours souffert de ça, en fait, le concernant. Parce qu'on m'a toujours dit, non, tu es contre Charles Blé Goudé, tu es contre ceci, c'est là. Je te donne un exemple, c'est même quand on organisait les manifestations là, pendant qu'ils étaient encore en prison, on s'asseyait avec des camarades, on dit, bon, quelle stratégie on applique? On dit, bon, dans le cas du procès, il est bon que notre communication soit axée sur le président Laurent Gbagbo. Parce que comme il a le statut d'ancien chef de l'État, dont le palais présidentiel a été bombardé, du point de vue de la communication, strictement la communication, ça parle plus aux personnes à qui on s'adresse que de dire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est un exemple simple. Donc on arrête cette stratégie-là ensemble. Donc on fait des affiches, on met le président Laurent Gbagbo, tout et tout et tout. Et puis derrière, il y a des gens qui m'attaquent fortement. Non, pourquoi tu n'as pas mis Blé Goudé sur les affiches? Pourquoi dans la communication, Blé Goudé n'y est pas? J'ai dit, mais on est obligé de travailler de manière stratégique. On est obligé de faire des choix. Ça ne veut pas dire qu'on est contre qui que ce soit. Est-ce que tu vois? Même quand les cadres du COJEP avaient des activités en France, on y a participé, on y a contribué, même financièrement. À l'ouverture du procès, celui qui était alors, qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé de la tête du COJEP, c'était le professeur Nobou. Hyacinthe. Il était à Paris, c'est mon vieux poste, on s'est vu. Financièrement, on a contribué. Tu comprends? Donc, il n'y a pas une action du COJEP en tant que parti politique. Vous pouvez demander à celui qui je ne sais pas si c'est lui qui, j'ai toujours même à Zap Krasso, qui était le représentant du COJEP en France, demandez-lui, il vous dira, que ce soit financièrement, que ce soit humainement, on contribue aux activités du COJEP. Vous comprenez? Quand Charles Blé Goudé est sorti de prison, mais avant qu'il sorte de prison, je vais vous donner un exemple qui est anecdotique, mais qui peut vous donner l'exemple de ce que c'est. Quelques jours avant, il y a je crois que c'était sa chef de cabinet, mais une amie qui travaille avec lui qui m'appelle, qui me dit, bah, écoute, il y a une vidéo qui circule où tu tiens des propos très injurieux. Quand Charles Blé Goudé, je dis, moi, c'est pas possible. Elle m'envoie la vidéo, j'écoute, je lui dis, mais attends, toi, t'es mon ami, tu connais ma voix.
Donc, tu n'as même pas besoin de m'appeler. Tu peux certifier que ce n'est pas moi. Mais pendant que elle me passait cet appel-là, elle était avec le ministre Charles Blé Goudé, elle était sur le haut-parleur. Tu vois. Et quelques semaines après, je vais voir le ministre à La Haye, parce qu'il était sorti de prison, il était à son hôtel, je vais le voir, on passe toute la journée ensemble. Puis je lui dis, mais attends, pourquoi on m'appelle pour ça alors que on sait tous que ce n'est pas moi qui parle là. Il me dit, non, il faut laisser ça. Tu sais, les gens ils viennent ici, gâter ton nom à chaque fois. Je ne sais pas, mes gars là qui pour la maison, il dit, mais il faut la parler. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Est-ce que tu comprends? À la suite, ils sont arrivés, non, c'est Fan qui peut combattre Charles Blé Goudé, il est contre lui. Et Guillaume, il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les écrans, mais ce n'est pas vrai. Tout le temps que Charles Blé Goudé a passé à La Haye, on était avec lui. Mais j'ai compris que c'est le syndrome de la citadelle assiégée. Il faut construire une stratégie où tout le monde est contre nous, tout le monde veut avoir notre peau, et puis ça contribue peut-être à resserrer les liens entre eux, en fait. Mais ça ne résiste à aucun fait. Tu vois, Charles Blé Goudé, je le dis, c'est un vieux père. Donc il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer dans les médias. Est-ce que tu comprends? Au moins, il y a des gens qui sont venus me voir. Ah, il y a tel problème aujourd'hui avec ton vieux père. Il faut voir qui tu peux voir pour qu'on règle. On s'en va, on voit, on règle. À part ici, ces personnes-là sont vivantes. On va, on règle. Et puis après, le même jour, tu as des gens qui sont en train de faire vidéo pour dire non, lui, il est comme ça, Blé Goudé. J'ai dit, mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. C'est pas tout. Comme lui, il aime les proverbes. C'est pas tous les linges qu'on sèche au milieu de la cour. Il y a des linges qu'on sèche au milieu de la cour, puis il y a des linges qu'on sèche dans la maison. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre sur ce sujet-là. Parce que certains, soit dans son entourage, soit lui-même, ont conçu cette stratégie victimaire dans quel objectif, je ne sais pas. Mais personne ne complote contre Charles Blé Goudé. Vous estimez qu'il se victimise? Oui, beaucoup en fait. Beaucoup. Et il aurait quoi à gagner en se victimisant? Mais je dis, c'est de la stratégie. Hein. C'est de la stratégie. Quand on se présente comme victime, souvent quand le chef de l'État dit... Vous savez ce que... Laisse-moi finir juste sur ça. Okay. Quand le chef de l'État actuel dit, il y a quelques années en arrière, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman du Nord. Quel est l'effet que ça produit? C'est que tous ceux qui sont du Nord, tous ceux qui sont musulmans se sentent solidaires de lui parce qu'il n'y a rien qui touche plus à l'homme que lorsqu'on parle à son appartenance ethnique ou religieuse, mais c'est une stratégie aussi victimaire. Mais vous savez que par rapport à ce cas, le langage populaire dit, par exemple, le président Laurent Gbagbo n'a pas reçu Afin N'Guessan, le problème c'est Afin N'Guessan. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a raboué Simone Gbagbo, le problème c'est Simone Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé, c'est Charles Blé Goudé le problème. Donc vous estimez que toutes ces personnes se victimisent face à, on va dire, au PPACI quelque part? Non, il faut comprendre. Moi, c'est que la liberté, elle a un coût. On ne peut pas vouloir être libre et puis refuser de payer le coût de sa liberté. Ça aussi, il faut qu'on grandisse. Le président Laurent Gbagbo dit, j'appelle tous mes partisans à venir pour qu'on crée un parti politique. Certains viennent. D'autres estiment qu'eux ne viennent pas là-bas. Parce que quand on marche à n'importe qui, n'importe quoi nous arrive. Donc, ils ne viennent pas. Et puis, dans le même temps, on monte toute une campagne. Pourquoi il ne nous reçoit pas? Mais si tu voulais qu'il te reçoive, il fallait venir. Il allait aller le voir chaque jour. C'était ça le problème. La liberté, elle a un coût. Quand tu es esclave, que tu cherches le maître, c'est une condition dommageable. Mais au moins, tu ne paies pas de loyer. Quand demain, tu es libéré, il y a les charges. Vous nous dites là que le n'importe qui, on marche avec n'importe qui, n'importe quoi nous arrive. Vous dites là insinueusement que c'est le président Charles Blé Goudé qui disait ça du président Laurent Gbagbo? Ah, vous savez, Guillaume, vous êtes dans la communication. Un message qui peut laisser à plusieurs interprétations, ce n'est pas un bon message. Ça, c'est clair. Un homme politique, son message doit être clair. Donc, lorsque vous passez un message qui peut être interprété de diverses manières, le message n'est pas bon. Vous comprenez? Et là, l'interprétation que vous en faites, c'est comme si vous l'attribuez à... Alors qu'il aurait pu donner il a dû donner cette expression dans d'autres contextes qui n'avaient rien à voir avec le président Laurent Gbagbo. Vous voyez donc que le message n'est pas bon. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein? Donc, ce n'est pas une question de personne. Oui. Ce n'est pas une question de personne. Moi, je l'ai déjà expliqué. Je ne veux pas revenir sur cette question parce qu'on a des challenges qui nous attendent qui sont beaucoup plus importants. Non, c'est clair qu'on a fait le tour de la question. Il était important pour moi, en tant que jeune, le ministre Charles Blé Goudé, de pouvoir vous prononcer sur ce sujet. Il sait où se trouve sa place. Et puis, il sait ce qu'il doit faire pour occuper sa place. Il sait ce qu'il a à faire. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fait pour le moment.
Ce n'est pas ce qu'il fait pour le moment. Mais personne n'est contre lui. Personne ne lui en veut. Oui. Vous avez parlé de l'aéroport. Moi, j'y étais. Moi, j'y étais à l'aéroport. Simone Veil n'a jamais été rabroué. Ouh, c'était en direct à la télévision. Hein? Guillaume, je te dis ce que je t'ai dit là. Moi, j'y étais pas, mais c'était en direct à la télévision. Moi, j'étais à l'aéroport. Tu sais, cette question-là, les gens en parlent. Mais vous avez vu la concernée. Elle a fait des interviews. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Elle-même, elle a fait des interviews. Elle a dit le président Gbagbo ne m'a jamais chassé. Dans Fraternité Matin. Vous pouvez retrouver cette interview-là. Vous voyez? Donc, moi, j'y étais. Parce que une image peut dire beaucoup de choses. Mais moi, j'y étais. Et je sais ce que j'ai vu de mes 2 yeux. Et puis après, j'ai vu... Qu'est-ce que vous avez vu? Mais non, il n'y a pas... Tu sais, ce jour-là, déjà, le président Laurent Gbagbo était supposé descendre au pavillon présidentiel. Ils ont fait atterrir l'avion un peu plus loin. Ça supposait quoi? Qu'il devait prendre des marches, d'abord monter, et puis prendre des marches ensuite pour redescendre. Il y a eu un cafouillage monstre. La sécurité a failli ce jour-là. La sécurité de l'aéroport a failli ce jour-là. Imagine, tu sais que le président Gbagbo dans l'escalier, il a failli tomber au moins 2 fois. Parce que pendant qu'il descendait, des gens, il y avait une masse derrière qui poussait. Tu vois? Je ne veux pas revenir sur cet épisode-là parce que je veux donner une chance à ce que le sujet soit plus porté sur ce qu'on va faire avec le Front commun, parce que c'est de ça que j'ai envie de parler. Mais j'ai été rassuré par la suite lorsque j'ai vu Simone Veil, elle qui a dit non. On ne m'a pas raboué, le président Gbagbo ne m'a pas chassé. C'est elle-même qui le dit, je cite, c'est elle-même ses propres propos. Avec le président Afin Guessan, il y a eu quand même une certaine rupture. Il y a eu une rupture qui a duré. Donc, je pense que les plaies sont en train de se soigner. Les plaies sont en train de se penser. Donc, je n'ai pas envie de m'étendre encore dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a aucun intérêt à vouloir faire passer le président Laurent Gbagbo pour un ingrat, pour quelqu'un qui serait pas reconnaissant. Mais Guillaume, quand tu veux que le président Gbagbo te reçoive, assainis au moins ton entourage. Tu ne peux pas te balader chaque jour avec des gens qui l'insultent et puis souhaiter dans le même temps qu'ils te reçoivent. Ça aussi là, corrigeons-nous, on n'est plus... lui, il estime que c'est l'entourage du président Laurent Gbagbo qui l'empêche de voir le président Laurent Gbagbo aussi. Hein. Mais ce serait à raison. Vous jetez les responsabilités à bien niveau. Mais ce serait non, je ne jette pas. Je dis ce serait à raison. Parce que quand des hauts cadres de ton parti insultent constamment le président Laurent Gbagbo, il est normal que nous qui sommes au PPACI près du président Gbagbo, on dise non, attention là, on n'est pas d'accord. Parce que quel message ça renvoierait? De quelqu'un qu'on peut insulter, qu'on peut banaliser, et puis le lendemain, on va faire des photos avec lui. Non, on ne l'accepte pas. Mais peut-être que le temps d'attente... C'est vrai qu'on aurait pu faire 1 heure, 2... On a fait plus... Oui. Là, ça fait plus d'1 heure qu'on tourne. Oui. Le chapitre Charles Blé Goudé, on peut en parler pendant plus d'1 heure de temps. Mais je veux dire, lorsque quand même, depuis tout le temps où Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire en novembre 2022, et qu'en novembre 2025, il estime qu'après quelques temps, il allait voir les chefs de village à Gagnoa pour pouvoir rencontrer son père, comme il le dit, sur tous les plateaux. Arrivé un moment, peut-être ça devient excessif, et peut-être certainement son entourage que vous pointez du doigt ici, cet entourage se dit, bon, ça commence à être un peu exagéré, alors qu'en même temps, vous êtes aussi dans des guerres... non, Guillaume, tu sais, c'est parce que, comme j'ai dit là, je ne veux pas faire l'historique de tout ça. Parce qu'il y a des guerres de tranchées de toutes parts. Non, ce n'est pas des guerres de tranchées. Parce que lorsque vous dites que les partisans du président de Charles Blé Goudé insultent le président Laurent Gbagbo, les partisans de Charles Blé Goudé disent aussi que les partisans du président Laurent Gbagbo font de leur leader leur chou gras. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dit depuis, c'est parce que je veux pas que ce soit, toi tu es journaliste, tu veux du clic. Donc si on insiste sur ce sujet-là, ça risque d'occuper l'essentiel de l'entretien en fait. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que je me suis longuement expliqué déjà par le passé sur cette histoire. C'est pour ça que je veux pas revenir dessus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous ne donnez pas une image réluisante au sein de l'opposition parce que c'est vilain à voir un peu ces rapports. C'est vilain à voir. Ce qui est vrai, Guillaume, et qu'il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on soit d'accord dessus, c'est que hier, il y a certaines choses qu'on pardonnait parce que Gbagbo était au pouvoir. Tu comprends? Non, tu pouvais aller chez le président Laurent Gbagbo, peut-être un de ses gardes de corps te poussait de travers, mais tu laissais passer parce qu'il est au pouvoir. Parce qu'il y a les avantages du pouvoir qui vont avec. Donc, il y a certaines choses qu'on tolérait hier, mais qu'on ne tolère plus aujourd'hui parce que le pouvoir n'est pas là. Parce que le pouvoir n'existe plus, avec les avantages que ça comporte. C'est profond, ce que vous êtes en train de dire. Avec les avantages que ça comporte. Donc, ce qu'on pouvait tolérer je vois le plan axiologique, mais bon, si on veut aller dans des déductions, ça sera trop long. Le président Laurent Gbagbo, il n'a pas changé. Ouais. On le connaît. C'est quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui est humain. Il est foncièrement humain. Nous tous, on le sait. Il est toujours prêt à écouter et à tendre la main.
Mais ce qu'on doit aussi accepter, c'est que nous, et quand je parle de moi, je parle de nous, je parle de tous ces jeunes aujourd'hui qui sont autour du président Laurent Gbagbo, que ce soit Damana Picasse, que ce soit Kwa Justin, que ce soit Blaise Las, que ce soit Stéphane Kipré, on ne va pas accepter que le président Gbagbo soit banalisé. Ça, vraiment, il faut que ce soit clair. Tous ceux qui vont entreprendre une démarche respectueuse du parcours du président Laurent Gbagbo, de ce qu'il a été, de ce qu'il est, trouveront porte ouverte pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais tous ceux qui vont essayer de l'instrumentaliser, de l'utiliser, ils trouveront porte close. On ne va pas permettre ça. Vraiment, il faut que nous tous, on soit d'accord là-dessus. Laurent Gbagbo est ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui. Tout le combat pour lequel il s'est battu toute sa vie, mais c'est nous qui en profitons aujourd'hui. Quand on peut voter à 18 ans, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Quand il y a la liberté d'expression, quand il y a la liberté d'association, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Mais ayons de la mémoire, rappelons-nous, en 92, le président Laurent Gbagbo va en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une descente à la cité universitaire, Yopougon, et puis il proteste parce qu'il ne faut pas qu'il va pour défendre les étudiants, et puis ça lui vaut d'aller en prison. Donc ce président Laurent Gbagbo qui a consacré toute sa vie au combat pour la jeunesse, on ne va pas accepter qu'il soit banalisé. On ne va pas l'accepter. Et si ça doit nous valoir de lever de boucliers, on est prêt à les recevoir. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Surtout quand on l'a eu hier comme leader. Ça ne veut pas dire que c'est un saint qui ne commet pas d'erreur. Loin de là. Mais il faut le respecter. On va terminer, avant de terminer sur le sujet de ce que vous allez faire avec le Front commun, une petite question rapide. Là, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez des positions versatiles d'un cyberactiviste comme Johnny Pacheco? Je ne pense rien du tout. Il faut demander à ceux qui l'ont déjà reçu et qui ont déjà causé avec lui. Non, mais vous suivez ses vidéos tout de même? Non. Vous n'avez jamais regardé la vidéo de Johnny Pacheco? Lorsqu'il soutenait le président Laurent Gbagbo, lorsque le président Laurent Gbagbo était à La Haye, vous ne regardiez pas ces vidéos? Non. Lorsque le président Laurent Gbagbo est sorti et qu'il est devenu RHDP et qu'il insultait le président Laurent Gbagbo, vous n'avez pas regardé ces vidéos non plus? Du tout. Et lorsqu'il a retourné sa veste aujourd'hui... C'est vous qui m'informez de ces différents mouvements. En tout cas, c'est pour ça que je vous parle de position versatile. Parce que ces positions étaient vraiment cycliques. Hein. C'est pour ça que je dis. Vous n'avez jamais regardé aucune des vidéos de Johnny Pacheco? Ça peut m'arriver de tomber dessus, mais je ne vais pas passer du temps dessus. C'est pour ça que je dis que peut-être que ceux qui l'ont reçu, que ce soit à la CPI, que ce soit à Abidjan, au nom soi-disant de la paix et de la réconciliation, ils sont mieux placés pour en parler. Moi, je vois un jeune Ivoirien qui donne son avis. Quelquefois, je suis d'accord. Quelquefois, je ne suis pas d'accord, mais je n'en pense rien. Je n'en pense rien du tout. Il y a ceux qui l'ont, d'après ce que j'ai entendu, il y a certains qui l'ont employé hier pour inciter d'autres. Je crois que c'est le même qui l'a dit. Après, il y a d'autres qui l'ont reçu, soi-disant au nom de la paix, de la réconciliation. Bon, peut-être qu'eux, ils sont mieux instruits sur l'homme. Moi, je l'ai vu, je crois, 1 ou 2 fois dans ma vie, lorsqu'il avait été agressé, parce qu'en ce moment, il fallait lui apporter une aide pour se soigner. Voilà, j'ai été là. Nous sommes des humanistes, nous sommes des hommes de gauche, mais nous n'instrumentalisons pas les gens. Donc, peut-être qu'il faudrait les recevoir lui-même pour qu'il explique pourquoi un tel vacillement. Je pense qu'il aura les mots pour faire comprendre son message. En tant que chargé de communication du Front commun, PPACI, PDCI, RDA, qu'est-ce qui est prévu? Non, comme je le disais, ce qui est prévu, c'est d'aller au combat. Voilà, c'est d'aller au combat pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes. Et il ne faut pas que les gens se méprennent, on ne va pas reculer. Parce que souvent, les gens ont tendance à banaliser pour dire non, Guillaume, on ne va pas reculer. Donc, nos points de revendication sont connus. Nous voulons une réforme de la CEI. Nous voulons une RLE. Nous voulons le respect de la Constitution. Nous voulons des élections, en un mot, libres, démocratiques et transparentes. Et nous allons les obtenir, mais démocratiquement. Donc, il ne faut pas que les gens se méprennent. Ça prend du temps parce qu'il faut tout structurer. Là, le Front commun, vu qu'il est connu, voilà. Là, le mardi, comme je disais, le mardi, il y aura une réunion de tous les organes du Front commun. Le mardi, aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 juillet, le mardi 22 juillet. Demain, OK. Au siège du PPACI, tous les organes du Front commun vont se réunir. Et puis, à la suite, il y aura des actions qui seront annoncées. Donc, permettez que je les laisse la primeur de ces actions-là. Mais on ira se battre démocratiquement. Parce que l'état dans lequel le pays est impose que chacun de nous ait une prise de conscience. C'est pour ça que je dis, il peut y avoir des problèmes entre nous, mais l'urgence de la situation impose de les mettre de côté et puis de régler le périple qui nous guette. Et puis ensuite, on pourra régler tout ce qu'on... Le maire de Port-Boué, l'agent maire de Port-Boué, Aka Maxime, annonçait l'arrivée de
il a annoncé éminemment l'arrivée de Tidjane Thiam, le président du PDC-RDA. Il a dit dans les jours à venir, il nous a accordé une interview à tupeople.net qui a été diffusée hier. Dans cette interview, il disait dans 2 semaines, dans les semaines à venir, le président Tidjane Thiam devrait pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur ce retour-là? J'ai échangé avec mon aîné, l'honorable Brendoumi, mais permettez que je laisse au PDCI la primeur, c'est quand même le président du PDCI. Donc je pense que le moment venu, le PDCI communiquera sur son la date de retour de son président. Non, mais nous, on a déjà eu l'exclusivité avec Aka Maxime hein, lors d'un entretien où il a dit le président Tidjane Thiam était parti pour des missions. Il a réussi toutes les missions pour lesquelles il a séjourné en Europe. Il a même tourné avec son passeport ivoirien. Et tout ça, c'est dans l'interview que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube ActuPeople.net. Et il a dit qu'il devait rentrer dans peu de temps. Donc c'est un bien pour la Côte d'Ivoire qui revienne et c'est un bien pour les militants du PDCI. On souhaite aussi que les autres qui sont contraints en exil puissent rentrer en Côte d'Ivoire. La démocratie s'en portera mieux. Surtout vous, en tant que jeune, lorsqu'on voit le profil d'un leader comme Tidjane Thiam, qui a quand même 61 ans ou 62 ans, et qu'on voit les leaders emblématiques que sont les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le temps est venu quand même d'avoir une nouvelle génération de leaders, de dirigeants en Côte d'Ivoire, et que de faire qu'on passe le cap des présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Non, vous savez, moi, Mamadou Touré, il est jeune. Oui. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire? C'est pas parce que sa jeunesse n'est pas un critère crédible pour moi, en fait. Oui. En politique. Il n'est pas candidat. Non, c'est un exemple que je donne. Même s'il était candidat, je ne voterais pas pour lui. Oui, mais je veux dire, Tidjane Thiam, qui est avec vous au Front commun, par exemple, qui présente un très bon profil et qui, plus encore, est jeune. Tout de même, vous, en tant que leader jeune, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le temps d'avoir une nouvelle génération quand même à la tête de la Côte d'Ivoire? Guillaume, à la tête de la Côte d'Ivoire, on peut avoir toutes les générations, tant que le processus est démocratique. C'est pour ça que je dis, ça peut même être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le président Tidjane Thiam. Ce n'est pas ça qui est le problème. Tant que l'Ivoirien peut aller aux urnes et puis s'assurer que ce qu'il a mis dans l'urne, c'est ce qui soit proclamé, le reste, ça se règle. Donc souvent, on soulève les débats d'âge. Bon, même souvent, ceux qui se proclament jeunes, ils ne sont plus très jeunes. On ne peut pas dire on est jeune à 60 ans, on est jeune, j'ai vu d'autres qui se parlent. Nous, les jeunes, tu as 55 ans, tu n'es pas jeune en fait. Donc il faut encore une fois, quelquefois, il faut qu'on se dise, mais la jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? Peut-être souvent, tu vois des gens qui se proclament jeunes. La jeunesse, c'est jusqu'à 65 ans. Ah, d'accord. Donc si encore une fois, en tout cas, ce n'est pas ce que dit l'UNESCO, par exemple. L'UNESCO dit quoi? Les jeunes, c'est quel âge? C'est maximum 35 ans, par exemple. Voilà. Donc, 35 ans. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, au PPACI, pour diriger la jeunesse du parti, il faut avoir maximum 33 ans. Pour 2 ans de mandat pour finir à 35 ans. Au-delà de 35 ans, on ne peut pas être responsable de la jeunesse du PPACI. Donc souvent, je vois des interviews où des gens viennent, non, nous, la jeunesse, mais tu as 55 ans, tu as 60 ans, tu fais quoi? Moi, j'ai 40 ans, j'ai la quarantaine, je ne suis même pas dans la structure des jeunes du parti, je ne peux même pas y militer. Donc, tu vois, encore une fois, le processus qu'on a... Après, quand même, voyons les tranches selon les réalités quand même sociologiques. Si on veut voir selon les normes de l'UNESCO, c'est clair qu'à 35 ans... mais Guillaume, on ne verrait pas de jeunes à la tête d'un État africain. Si on est jeune à 65 ans, ça craint. Hein? Oui, mais je veux dire, non, ça, ce sont les normes. Ça, ce sera selon les normes sociologiques. On a Diomaye qui est beaucoup plus jeune, qui est président. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis, le problème, ce n'est pas là, le problème, c'est la démocratie. S'il n'y avait pas la démocratie, Diomaye Faye ne serait pas aujourd'hui président. Peut-être il est très jeune. Il était opposé à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui. Les Sénégalais ont fait le choix de Diomaye Faye. Il préside aujourd'hui aux destinées du Sénégal. Donc, ce qu'il faut régler en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Maintenant, une fois que c'est démocratique, si la personne, en tout cas dans les limites de la Constitution, si la personne a 75 ans, que tu as 40 ans, que tu le bats, tu es président, et puis on avance. Voilà. Donc souvent, les débats d'âge, c'est pour ça que les débats d'âge me gênent. Ce qui m'intéresse en politique, c'est la conformité de l'idéologie, la conformité de la vision avec la personne qui la porte. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, pour qui je ne voterai jamais, et puis des gens beaucoup plus âgés pour qui je voterai, vice-versa. Donc, pour moi, il faut qu'on regarde à l'idéologie et puis à la vision pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Monsieur Fabrice Lago ou encore Steve Biko était l'invité d'ActuPeople. Vous avez vu, on est parti en tout cas des programmes de société, de la vision du PPACI, du bilan du PPACI, du bilan du RHDP, à pas mal de thématiques qu'on a pu dérouler dans un échange super sympa et très franc. Et vous avez vu les arguments qu'il a pu développer. Ça vous a rappelé un peu le feu follet sur les plateaux de NCI ou encore Live TV. Mais là, c'était l'invité en face de nous. Si vous avez un mot très, très fort à faire passer à la faveur de cette interview exclusive que vous avez voulu bien accorder à ActuPeople.net. Je voudrais d'ailleurs vous en remercier. Si vous avez un mot fort.
à faire passer. Vous avez la caméra. Écoutez, Guillaume, je tenais déjà à te remercier de l'invitation. Merci. Parce que je pense que plus on a des médias, plus ça sert la cause de la liberté d'expression. Donc, en tout cas, félicitations. Voilà, nous, on suit un peu de loin depuis les médias culturels jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bon d'avoir des jeunes loups comme ça. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Espérons que bientôt, on sera sur le bouquet et tout ça. Et Par la grâce de Dieu. C'est bon aussi de donner la parole à tout le monde pour que tout le monde puisse s'exprimer. Parce que Sékou Touré disait qu'un oui n'a de centre lorsqu'on a la possibilité de dire non. Donc, il est bon que les Ivoiriens, pour choisir, aient la possibilité d'écouter tout le monde pour faire leur choix. Donc, ça, c'est déjà bon pour les médias. Pas comme en Côte d'Ivoire où souvent c'est assez caporalisé et tout ça. Voilà. Où les pontes du pouvoir achetaient tous les médias et puis on nous sait une pluralité de façades. Voilà. Maintenant, ce que je tenais à dire aux Ivoiriens, c'est qu'il est temps de se déterminer. Il est temps de choisir. Il faut choisir. Soit pour maintenir le régime en place, soit pour changer, soit pour évoluer. Nous pensons qu'il faut une Côte d'Ivoire plus sociale. Il faut une Côte d'Ivoire plus souveraine. Il faut une Côte d'Ivoire où la politique est mise en place, pense d'abord à l'humain avant de penser aux chiffres. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous défendons. C'est pour cette Côte d'Ivoire que nous nous battons. Et nous disons que les libertés qu'on perd sont les libertés pour lesquelles on refuse de se battre. La Côte d'Ivoire a connu des avancées démocratiques et cette tentative du parti au pouvoir de nous ramener au parti unique ne doit pas être acceptée. Et nous invitons tous les Ivoiriens, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, tous les hommes de Côte d'Ivoire à se préparer à aller au combat démocratiquement. À se préparer à aller au combat démocratiquement pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes que nous allons gagner. On va gagner parce que toutes les entraves qui sont créées pour ne pas connaître les élections libres, démocratiques, c'est parce que le parti au pouvoir sait que son bilan, il est questionnable. Et nous allons le questionner. Et nous allons faire sortir tout ce que les Ivoiriens doivent savoir. Donc, que les Ivoiriens se préparent aux élections. Présentement, sur le parrainage qui est en cours en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a fini de régler cette question au PPACI. Et puis, le mois d'août sera intéressant politiquement. Merci. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 juillet 2025. Fabrice Lago l'a dit, le mois d'août sera intéressant. Nous sommes tous arrivés sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est dans 3 mois les élections présidentielles. Nous sommes dans une certaine impasse. On ne sait pas encore si le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le président Charles Blé Goudé ou encore le président Guillaume Soro seront sur la liste des candidats. Ça reste la grande expectative, ça reste la grande intrigue. Mais on espère que la sagesse va visiter les différents leaders politiques de sorte à ce qu'on sorte de cette impasse et que la Côte d'Ivoire puisse amorcer un développement pour le mieux-être de toutes les populations ivoiriennes, vraiment dans toutes leurs entités. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci encore. Merci sincèrement. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview que nous avons réalisée en ce jour. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour actupeople.net. À très bientôt. Ciao. Merci.